Les états mentaux sont-ils mesurables? Alors, juste pour introduire quand même, c'est un travail, donc je suis un jeune doctorant, je suis en 2e année de thèse, et donc c'est un travail en cours qui est, je discute un peu des fondements épistémologiques de ce qu'on appelle les variables latentes. Alors vous m'interrompez dès quelque chose qui n'est pas clair. Si je reviens dessus après, je vous dirai que je reviendrai dessus, mais il peut y avoir des choses pas claires. Donc c'est une réflexion personnelle, vraiment purement personnelle, voilà, donc je chemine, je creuse des points sur des sujets auxquels je ne connais rien, donc je vais vous parler doctement de choses auxquelles je ne connais rien, et j'aurai votre réaction. Donc je rapporte le peu que j'ai compris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de vue finalisé, il y a des questions à la fin, donc il y a un certain nombre de points que je ne vais pas discuter, ce que je n'ai pas compris, ce que je suis en train de comprendre mais que je ne suis pas sûr d'avoir compris, et ce que je crois avoir compris mais je ne suis pas capable d'expliquer simplement, ce qui est même que je n'ai pas vraiment compris. Donc je vais expliquer ce que je suis capable d'expliquer à peu près simplement. Il y a des problèmes de vocabulaire, je n'ai pas du tout un vocabulaire, une culture comme la vôtre, donc on verra, il y a peut-être des choses, voilà. Et donc, si ça vous intéresse, je veux bien vos remarques et critiques. Si ça ne vous intéresse pas, je n'en serai absolument pas vexé. Vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'est des articles. Oui. Question de curiosité, mais tu dis que tu ne connais rien et que c'est pas ta culture, mais du coup, c'est quoi ton domaine? Non, en fait, je travaille depuis 20 ans sur les variables latentes, quand même. Voilà. Mais je n'avais jamais creusé des aspects épistémaux. Voilà. Je viens de ce qu'on appelle des sciences de gestion, j'ai une formation de statisticien, je viens de ce qu'on appelle les sciences de gestion, on s'utilisait à tire-larigot, sans aucun questionnement ni méthodaux ni épistémaux. J'ai beaucoup discuté, réfléchi sur les aspects méthodaux, qui est une autre partie de ma thèse, mais des aspects épistémologiques, je voulais les creuser, et j'ai décidé de les creuser par un travail de thèse. Donc, alors ça, c'est sur la mesure en psychologie. Ça, c'est les articles depuis 2011 que j'ai lus, donc depuis 2 ans, qui discutent uniquement de est-ce qu'on a le droit de mesurer en psychologie. Donc, il y en a un certain nombre. Alors, moi, ce qui me rassure, c'est que, visiblement, je ne suis pas le seul à me poser cette question. Quel sens ça a de mesurer, par des variables latentes, des objets mentaux? Voilà. Est-ce que ça a un sens ou pas? Donc, on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Les variables latentes, juste un petit rappel. Donc on appelle variables latentes, ce sont des phénomènes qui ne sont pas directement observables, ces phénomènes génèrent au sens sans la cause d'eux, d'autres phénomènes observés, donc des manifestations qu'on va dire sensibles, qu'on va nous inférer par des variables qu'on va dire manifestes, et donc on essaye d'inférer un objet non directement observable à travers de certaines de ces manifestations observables qui sont souvent un questionnaire ou des mesures sur des individus. Donc on pose comme un état mental, un objet mental qu'on veut mesurer comme une variable latente dans un modèle statistique. Et les manifestations observées, ça va être ce qu'on appelle des variables dites manifestes, puisque les manifestations sont provoquées par cette variable latente, donc par des tests, par des échelles de mesure. Donc ici, je travaille uniquement sur les modèles qu'on dit réflectifs. Ceux qui se poseraient des questions sur les modèles formatifs, je les invite la semaine prochaine. Je présente dans les séminaires doctorants, donc là, des aspects méthodaux sur les modèles dits formatifs et leur instabilité, paraît-il, inhérente, et je discute par des simulations Monte Carlo de l'instabilité des modèles formatifs. Mais donc là, on est dans un modèle qu'on dit réflectif. Donc voilà en gros ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'on a un objet mental qu'on va mesurer, mettons l'anxiété, et on va l'inférer par des mesures directes, ce qu'on appelle des variables manifestes, qui peuvent être, mettons, un questionnaire, une échelle de mesure de l'anxiété par exemple. Voilà ce qui se fait communément en psycho et dans un tas de champs scientifiques. Alors, déjà, je cadre juste, alors je ne vais pas développer, on pourra y revenir, mais je me situe, moi, dans un cadre, d'un point de vue non modulaire du cerveau, c'est-à-dire qu'un état mental, on ne va pas pouvoir l'inférer par une mesure des neurones. L'anxiété n'est pas dans un coin du cerveau, et c'est pas en mesurant comment ce coin du cerveau est activé ou pas, à partir de mesures IFRM par exemple, que je peux mesurer l'anxiété. Donc on va devoir utiliser des approches qu'on dit psychométriques, donc indirectes, pour mesurer ces états mentaux. D'où la nécessité de passer par ces modèles psychométriques. Alors, est-ce que la psychométrie est une science pathologique? Alors ce terme-là, on le découvre dans la littérature. Il y a un gars qui s'appelle Michel, un prof de philo australien, qui depuis
les années 90 mène un peu, de manière récurrente, une discussion sur, en psychométrie, ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Et ce gars-là, en fait, est devenu un peu un point incontournable dans la discussion sur la mesure. Il y a un bouquin de Klein sur la mesure en psychométrie, réédition 2014, où l'introduction, alors je ne l'ai pas encore acheté, je vais l'acheter, mais l'introduction dit, qui répond aux critiques de Michel. Est-ce qu'on a le droit de mesurer? Donc Michel est devenu... Voilà. Lui, ce qu'il dit, Michel, c'est que la psychologie, comme toute science, il y a un présupposé de l'impératif quantitatif. Il faut avoir des chiffres, il faut avoir des valeurs. La science, c'est des mathématiques, c'est des valeurs. Donc si on ne fait pas des maths et des stats, on ne fait pas de la science. Donc c'est l'impératif quantitatif dans lequel est enfermée la psychologie. Donc les psychologues ne questionnent jamais si ce qu'ils font, ils ont le droit de le faire, c'est-à-dire les mesures, les modèles quantitatifs qu'ils font. Et pour se soustraire de contraintes sur la mesure, eh ben, ils utilisent tous la définition de Stevens, de 46, qui dit que mesurer un objet, c'est lui attribuer des nombres, par des règles. Donc dit comme ça, c'est simplement, je donne des nombres à des objets, donc je peux faire ce que je veux, c'est complètement opérationnaliste. Dire, il n'y a pas besoin de respecter un formalisme de ce qu'est une mesure, parce qu'une mesure, c'est pas n'importe quoi, mesurer un objet, en maths ou en physique. Après tout, je peux faire ce que je veux. Donc Michel est rentré en critique sur cet usage-là, et en disant, ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, c'est quoi une mesure? Alors, le cadre formel de la mesure, voilà, j'ai deux bouts de bois, un qui est rouge, un qui est bleu, il y en a un qui mesure 1 mètre, un qui mesure 50 cm, quand je les mets côte à côte, ça fait 1,50 m. Voilà, donc la longueur, l'attribut de ce bout de bois, la longueur, permet ce qu'on appelle une concaténation, c'est-à-dire que je peux associer deux bouts de bois pour obtenir une valeur plus grande que la somme des deux. Et il y a une structure qu'on dit additive, ça vérifie un certain nombre de règles mathématiques, qu'on dit, c'est une structure additive. Donc c'est ça une mesure. Donc ça c'est le cadre formel de la mesure. Et donc on le dit comme ça, donc là c'est une formalisation un peu plus forte, enfin il n'y a pas de maths dans ce que je fais, mais enfin si un attribut A vérifie sur une propriété, qu'on dit une structure additive, alors il y a un homomorphisme entre les attributs A et R, l'ensemble des valeurs réelles, c'est-à-dire à chaque objet de A, je peux lui associer une valeur unique de R. Donc, si un attribut est quantitatif, alors il a ce qu'on appelle une instance, qui va être la magnitude, son ampleur, mais je garde le terme magnitude qui me parle mieux, et puis il y a une relation de concaténation, où je peux additionner deux objets pour en faire un troisième, et la magnitude, c'est la concaténation des deux magnitudes des deux objets considérés. Donc voilà, mesurer, c'est simplement découvrir des ratios, des rapports entre différents objets, vérifiant une structure additive et permettant la concaténation. Bon, jusque-là ça va, sauf que il y a un certain nombre d'objets, comme la température, où quand j'additionne un objet qui fait 20 degrés et un objet qui fait 15 degrés, la température, ce ne sera pas 35 degrés. Donc là, la concaténation, elle n'est pas évidente. Pourtant, c'est un objet quantitatif, la température. Je suis capable de mesurer une température. Donc là, ça pose un petit problème. Donc, la manière dont on a formalisé les choses au départ, c'était de se dire, une grandeur G, on va dire qu'elle a une grandeur extensive, parce que la concaténation est directement mesurable. La somme des valeurs de la grandeur, c'est la somme c'est la grandeur de la somme. Voilà. Donc ça, c'est un objet comme la taille, comme le poids. J'ai deux objets sur une balance, si je les additionne, ils pèseront 2 fois plus lourd. Jusque-là, ça va. Et puis, on va appeler des variables intensives une quantité qui n'a pas de concaténation directement mesurable. C'est-à-dire que la structure additive n'est pas directement vérifiable. Et on va dire que ce sont des attributs qu'on dit dérivés. C'est comme ça que l'on a dit. C'est-à-dire ils viennent d'autres attributs qui, eux, ont une grandeur extensive. Donc une grandeur intensive va découler de grandeur extensive. Et jusque dans les années 40, même 60 on va dire, seuls les attributs considérés comme ayant une grandeur extensive pouvaient être directement considérés comme mesurables, parce qu'on pouvait prouver qu'ils vérifiaient les axiomes mathématiques d'une structure d'additivité. Et puis les objets qui avaient une grandeur dite intensive, où il n'y avait pas la concaténation, on disait on ne peut pas prouver que c'est mesurable. Donc si ça vient de grandeur extensive, on va considérer par dérivée que c'est mesurable, mais un objet qui a une grandeur intensive ne peut pas être prouvé comme étant mesurable.
Alors, c'est là où ça pose un petit problème, c'est que les attributs psychologiques sont considérés comme des attributs intensifs. On ne peut pas additionner deux objets mentaux, c'est pas la somme des deux. Bon. Et donc, en 1940, suite à tout un débat à la fin des années 30, donc, il a été conclu, dans un rapport officiel, qui concluait sur la mesure que, on ne pouvait pas prouver scientifiquement qu'un objet mental était mesurable, comme l'intelligence. Et donc, c'est en réaction à ça, Stevens en 1946 a pondu une nouvelle formalisation de la mesure uniquement psychologique et dit, pour nous les psychologues, mesurer, c'est simplement attribuer selon des règles, des valeurs à des objets. Et là, on sort complètement d'un cadre formel de la mesure, on peut faire ce que l'on veut, et je peux attribuer à la table 3, à la chaise 2, voilà, j'attribue des valeurs, et c'est donc une mesure. Voilà. Donc ça pose un petit problème de formalisme. Alors, ce qui va sauver tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les mesures conjointes. Alors c'est un truc que je connais depuis très longtemps, parce qu'en gestion, c'est très utilisé, mais c'est en fait peu connu. Donc c'est une théorie qui pond d'un article de Luce et Tuquet, mais qui depuis a donné un tas de travaux jusque dans les années 2000, même il continue. Ça donne un cadre formel pour prouver qu'un objet est quantitatif, même s'il a une grandeur intensive. Alors, comment on fait? On considère que j'ai trois objets, X et Y. X et Y sont la cause de Z, influence un troisième objet Z, et par des relations spécifiques qu'on peut vérifier empiriquement, si ça vérifie un certain nombre de relations, on montre que si X, Y et Z, ces trois objets ensemble, vérifient un certain nombre de relations, il y a une structure numérique unique, par transformation affine, c'est l'échelle de l'intervalle, mais il y a une structure numérique unique, un homomorphisme entre les attributs et R. Et donc je peux associer une mesure et une seule et unique valeur, donc une mesure, aux objets. Donc ce sont des objets considérés comme mesurables. Donc ça, c'est ce que les mesures conjointes vont introduire. Alors concrètement, il y a un certain nombre de choses à vérifier, mais le cœur de la démonstration, on va dire, chez Luce et Tuquet, c'est ce qu'on appelle la double. Alors je dis double cancellation, on dit double annulation en France, mais je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose. Alors moi je garde le terme double cancellation. En fait, on vérifie empiriquement, avec nos données, que ça vérifie une propriété toute simple, alors que j'ai écrit ici, alors j'ai mis des petites flèches, si x1, y2, alors là j'ai x1, y2 est plus grand que x2, y1, celui-là, c'est vrai. Si x2, y3 est plus grand que x3, y2, c'est vrai. Alors il faut vérifier, si ces deux-là sont vrais, il faut absolument que x1, y3 soit plus grand que x3, y1. Ça, on le prouve empiriquement, on a nos données. Donc là, c'est des données de son, donc c'est un tableau qui montre l'intensité. Donc là, on a deux variables, l'intensité de l'oreille droite et l'oreille gauche, et on a une mesure chez l'individu. Et donc, on mesure, on vérifie empiriquement pour toutes les données que ça marche. Si ça marche, et donc on a le droit de considérer que ça c'est quantitatif, ça c'est quantitatif. Et que l'objet mesuré à travers ces deux inputs est aussi un objet quantitatif et mesurable. Il lui attribuer une valeur, donc travailler que de valeur quantitative, on a le droit. Donc on montre qu'effectivement c'est leur article de 1964. Bon. Alors là c'était super pour les psychologues, parce que là c'était considéré comme une variable intensive, on peut lui démontrer que c'est mesurable, c'est déjà pas mal. Deuxièmement en psycho, très souvent, un test, par exemple, on considère que ça dépend de deux paramètres, l'habilité et la motivation. Donc j'ai mon X et mon Y, et puis j'ai mon Z qui est le résultat du test. C'est assez super, c'est que je vais pouvoir démontrer que j'ai X, Y et Z chez mon petit tableau, et je montre que la double cancellation est vérifiée, et je peux donc prouver que le test Z est un objet mesurable, n'en déplaise à ceux qui considèrent qu'en psycho on peut pas mesurer, donc tout est bien dans le meilleur des mondes. Sauf que le modèle de Luce et Tuquet est un modèle théorique. Il n'y a pas d'erreur de mesure. C'est deux objets X et Y et un objet Z qui dépend d'X et Y doivent vérifier des règles mathématiques, mais dans la vraie vie, il y a des problèmes de l'erreur, et on ne sait pas faire.
On ne sait pas gérer, on ne sait pas comment va vérifier les règles que lui s'est composées, hein, Picrance et tout ça, s'il y a une erreur de mesure. En plus, si on veut le vérifier empiriquement, il faudrait faire varier x et y chez un individu en considérant que tous les autres paramètres sont constants. Or, rien que le fait d'avoir déjà fait une expérience une fois, l'individu n'est déjà plus le même. Enfin, on est en interaction avec notre environnement social, donc c'est impossible d'isoler et de considérer qu'on a un protocole expérimental qui permette de vérifier que tout étant identique par ailleurs, je fais varier juste x et y. Donc on a deux problèmes, un problème de protocole expérimental et un problème d'introduction de l'erreur. Donc patatras, ce qu'on croyait être quand même la base de la validité quantitative en psychologie, c'est en fait rapidement effondré en disant c'est un cadre formel, on ne peut absolument pas le vérifier en psychologie. Donc, voilà où on en est. Alors, il y a le modèle de Rasch. Alors, le modèle de Rasch, je ne le connais pas, enfin je le connais que de loin, en fait, je m'en suis quasiment jamais servi, et donc vous êtes nettement meilleur que moi sur ce modèle. Donc vous allez pouvoir réagir à ce que je dis, mais c'est pas inintéressant. Ce modèle de Rasch est considéré comme le seul modèle qui vérifie les règles, hein, on va dire les axiomes, hein, des mesures conjointes. Puisque le test Z que je mesure dépend de l'habilité et de la difficulté, j'ai une probabilité, hein, voilà, et je vérifie l'adéquation de mes données à un modèle théorique, et là on disait, ce modèle-là, c'est sûr, c'est la mesure conjointe, donc le modèle de Rasch est le modèle à utiliser pour une mesure psychologique. Alors, est-ce que c'est vrai? Ben, là, il y a des discussions. Alors, les discussions en cours, donc là, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris encore. Mais ce n'est pas inintéressant. La première chose, c'est que le résultat, c'est une probabilité. Et donc, je discute la chose que dans le modèle des mesures conjointes, Z, c'est la grandeur d'un attribut. Est-ce qu'une probabilité peut être considérée comme un attribut? Ben, est-ce qu'une probabilité est réelle? Donc il y a une discussion assez... C'est marrant pour ceux qui connaissent Borsboon. Il y a un article de Borsboon de 2009-2010 où il répond qu'une probabilité c'est un objet réel. Ce qui est quand même assez difficilement défendable. Voilà, et voilà, donc c'est déjà la première question. Et l'autre problème que l'on a, alors là c'est ce qu'on appelle le paradoxe Gutmann-Rasch. Je ne vais pas développer, il y a un certain nombre d'articles, même encore là, enfin de 2014, hein, de Michel qui discute de ça, c'est que le modèle de Gutmann, c'est un modèle sans erreur, purement ordinal. Hein. Je réponds oui si mon habilité est supérieure à la difficulté, je réponds non si mon habilité est inférieure à la difficulté. Le modèle de Gutmann, le modèle de Rasch, il y a une erreur de mesure. Les gens vont répondre, mais avec une petite variation potentielle due à des facteurs externes. Or, on montre que le modèle de Rasch, si le modèle de Rasch qui est donc probabiliste et qui est donc une mesure, alors que le modèle de Gutmann est sans erreur de mesure, est un modèle purement ordinal, hein, donc c'est pas une mesure, hein, c'est un ordre. Si je diminue dans le modèle de Rasch l'erreur à 0, je tombe sur le modèle de Gutmann. C'est-à-dire que plus mon modèle sera précis, quand il sera parfaitement précis, ce ne sera plus une mesure, ce sera juste une variable ordinale. Donc c'est un paradoxe. Qu'une mesure, quand j'augmente la précision de ma mesure, j'en perds la qualité de mesurabilité pour tomber dans une simple statistique d'ordre. Donc il y a toute une discussion hein, qui est depuis 2009 et qui continue. Là, il y a un article de Michel de 2014 sur ce paradoxe de Gutmann-Rasch. Sidja a répondu à un article assez intéressant pour lui, il n'y a pas de paradoxe, mais c'est des problèmes discutés aujourd'hui, ça. Ce qui est sûr, alors là, ce que je dis, c'est même ceux qui défendent le modèle de Rasch comme étant le modèle à utiliser pour qu'on ait des mesures en psychologie, ils disent qu'il y a quand même, c'est vrai, des petits soucis. Alors les soucis, quelques-uns, d'abord on suppose qu'on est sur, il y a une unidimensionnalité, hein, c'est-à-dire que l'objet que je mesure est unidimensionnel. Est-ce qu'une capacité à faire quelque chose c'est unidimensionnel? C'est pas évident. Il y a ce qu'on appelle l'indépendance locale, hein, c'est-à-dire que les items ou les mesures que je vais faire sont indépendants les unes par rapport aux autres, hein, donc mes questions, et ne sont dépendants, reliés que par ce que je veux mesurer. Hein, mettons, si c'est l'habilité verbale, hein, on va avoir des questions et les gens vont répondre, mais ces questions sont indépendantes
Leur seul lien qu'ils ont en commun, c'est cette habilité verbale. Est-ce que ça a un sens de considérer que la réponse à un item ne va faire appel qu'à ça? C'est pas évident. Donc c'est des questions. Le terme, alors il y a la difficulté aussi. C'est quoi la difficulté? Normalement, c'est un objet aussi unidimensionnel. Or, ça c'est Sitchinma qui dit ça. C'est bien problématique. Donc ça c'est un article de 2012 où il dit il y a la motivation, l'anxiété, etc. Il y a plein de choses dans la difficulté. C'est un objet bien plus complexe qu'une simple mesure unidimensionnelle telle qu'on le fait. Et puis alors là, après il y a des problèmes. C'est qu'on vérifie par simulation qu'un modèle purement ordinal, donc il n'est pas une mesure, peut vérifier le modèle de Rasch. Donc ça veut dire simplement que c'est pas parce que je valide un modèle de Rasch par des indicateurs statistiques que j'ai prouvé que l'objet que je mesurais est une mesure. Parce que même s'il n'est pas une mesure, je peux trouver des indicateurs statistiques qui vont me faire croire que c'est une mesure. Donc ce n'est pas en utilisant les résultats empiriques d'un modèle de Rasch que je prouve que j'ai effectivement une mesure. Ça c'est le premier problème. Et le problème c'est l'inverse, c'est de considérer qu'il faut que le modèle de Rasch valide pour considérer que c'est une mesure, mais on sait qu'un modèle justement avec des erreurs, des données, une vraie mesure avec une erreur de mesure, peut donner un modèle de Rasch défaillant tout en étant réellement une mesure. Donc en fait ça va dans les deux sens. Donc on a un problème de validation de la mesure par le modèle de Rasch. De plus, lorsque un certain nombre de gens pointent, même des gens qui défendent vraiment le modèle de Rasch. Alors là, c'est une fille qui bosse avec Borsboon qui fait tout elle fait un bouquin pour défendre ça, et elle dit c'est vrai quand même qu'il y a des petits soucis. On élimine les items qui ne vont pas dans le modèle. Mais pourquoi est-ce qu'on les élimine? Est-ce qu'il n'y a pas une variable confondante? Est-ce qu'on n'enlève pas un phénomène? Est-ce que franchement on a raison de le faire? Et puis, on sait que des données empiriques ne vérifient jamais un modèle et que donc on ne peut pas se baser sur un fit statistique pour prouver. Voilà. Donc, le modèle de Rasch, aujourd'hui, est donc bien critiqué, bien critiquable, du moins comme critiquable dans le sens où c'est parce que j'ai un bon fit que j'ai prouvé que j'avais une mesure. Ça, c'est sûr que c'est pas vrai. On ne prouve absolument pas qu'on ne peut mesurer un objet parce que le modèle de Rasch a des indicateurs statistiques tout à fait satisfaisants. Alors donc la mesure, en finale, en psychologie, elle apparaît aujourd'hui non démontrable. En fait, il y a deux manières de démontrer qu'un objet est mesurable. Il y a soit ce qu'on appelle les axiomes de Holder, donc les axiomes pour des variables extensives. Il faut que ça vérifie un certain nombre d'axiomes. On ne peut pas le vérifier pour des mesures en psychologie, puisque justement ce ne sont pas des variables des grandeurs extensives. Et puis pour les grandeurs intensives, ce sont les mesures conjointes. Et puis là, ça ne marche pas. On ne sait pas faire, puisqu'il y a l'erreur de mesure, il y a des protocoles expérimentaux. Donc au final, on ne peut pas, par le formalisme actuel de la mesure, on ne peut pas prouver qu'un objet mental est mesurable. Bon. Alors il y a ceux qui disent, oui, mais en fait, avec des outils statistiques, on introduit l'erreur de mesure, et tout ça, ça marche bien. La réponse à l'item, le modèle de Rasch. Alors, le problème, et ça c'est une critique qu'on connaît en stat, c'est qu'effectivement on a un modèle stat, mais est-ce que ça résume les données ou est-ce que ça me donne une validation de nos modèles? Ça c'est Sitchinma qui dit ça en 2012, que les gens souvent considèrent qu'ils ont vérifié un modèle théorique par des données, mais en fait souvent le modèle qu'on a estimé ne fait que résumer les données et ne va pas plus loin que ça, et on ne peut absolument pas prouver avec un modèle statistique. En plus, il y a tout le problème de l'erreur systématique. Dès qu'on opérationnalise, dès qu'on prend un protocole expérimental, on a des erreurs de mesure, mais aussi des erreurs liées au protocole utilisé, qu'il faudrait utiliser en fait plusieurs protocoles pour pouvoir s'abstraire de cette erreur d'opérationnalisation de la mesure, le problème de l'erreur systématique. Donc au final, on est un peu coincé. Et donc voilà, on ne peut pas prouver que c'est mesurable, donc il y en a qui disent il faut tout arrêter. Alors là, il y a des discours différents. Trandler en 2013, voilà, c'est un courant qui dit voilà, de toute façon, en réalité, on ne peut pas savoir si c'est quantitatif, on ne peut pas le prouver, et on ne pourra jamais le prouver. Et en fait, ce sont des objets qui ne sont pas mesurables. Donc ça, c'est tout un courant qui dit ceux qui font de la psychométrie, qui continuent à en faire, comme dit Michel, c'est une pathologie. C'est-à-dire que c'est une pathologie au sens, ils font des erreurs, mais ils se donnent les moyens de masquer leurs erreurs en prenant la règle de Stevens, en faisant comme s'ils n'avaient pas lu toutes les critiques qu'il y avait, on évite les problèmes et on continue gaiement à faire ce qu'on faisait. Donc c'est pathologique.
Et puis il y a à l'autre bout, Borsboon ou Marcus qui disent « Ok, d'accord, on ne peut pas le prouver, peut-être qu'on ne pourra pas le prouver, et alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas quand même ?» Il disait les Égyptiens, ils ont construit les pyramides sans avoir les axiomes de Hölder pour savoir si ce qu'ils faisaient c'était mesurable. Et ben nous aujourd'hui, on ne peut pas prouver, mais il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas comme les Égyptiens, en gros qu'on ne construise pas nos pyramides en psychologie. Donc il y a les deux courants, et puis des courants intermédiaires, je vais y revenir. Et puis après, sur l'objet de la mesure, alors là, je prends Desrosières et Volken, enfin, deux articles. Desrosières dit, ce qu'on mesure, est-ce que finalement, c'est pas essentiellement déterminé par le processus de mesure? C'est-à-dire, c'est pas tant l'objet que je mesure que c'est le protocole, le processus, c'est-à-dire que c'est une construction complète. La mesure est une construction de l'homme, il croit mesurer un objet, en fait c'est le processus qu'il a généré, que l'homme a créé, qui donne une valeur, et on a l'impression que c'est un objet valide. Et puis il y a de l'autre côté des gens qui disent, ok, il y a toujours bien évidemment un aspect de construction, de biais, mais est-ce que quand même il n'y a pas quelque part un élément de représentation réelle? Voilà, et est-ce que je peux considérer que c'est une construction artificielle qui n'a aucune valeur? Donc il y a un grand éventail de positions. Alors, que faire? Bon, alors l'usage des méthodes quantitatives, il y a des faiblesses usuelles, ça on sait. Le cadre théorique, alors c'est Sijma qui dit ça. Bon, on voit souvent en psychométrie, la théorie, elle est floue. En fait, les gens, c'est soit leur intuition, soit c'est la tradition, ils ne font que répéter ce que d'autres ont fait, voilà, donc il n'y a pas de théorie, soit c'est la conformité, je fais comme les pères font, tout ça c'est lié, mais en gros, il n'y a pas de véritable validation et de discussion de la théorie, de l'objet sur lequel je travaille, et est-ce qu'il peut être mesurable, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. La qualité donc de mesure, de mesurabilité, on va dire, le fait, est-ce que l'objet sur lequel je travaille, est-ce qu'il peut être une mesure? Est-ce que ça a du sens de considérer, je vais revenir, mais que c'est lui donner des valeurs numériques, ça a un sens? Cette question-là, c'est ce que Michel dit, ça n'est jamais discuté. Michel, dans ses... des gens ont dit, mais si on en discute, Michel sort une artillerie d'articles en disant, dans aucun article, je trouve un psychométricien qui discute de, je fais une mesure, est-ce que ça a une validité? Est-ce que je suis en droit de considérer que l'objet sur lequel je travaille est un attribut quantitatif mesurable? Il dit, nulle part, jamais. C'est évidemment mesurable. Et puis, il y a tout le problème de l'opérationnalisation, c'est compliqué, et donc souvent on croit que ce qu'on a opérationnalisé, les données qu'on a, ça vérifie le modèle théorique, j'y reviendrai, mais en fait pas du tout, c'est bien plus compliqué que ça, et en fait on ne trouve pas grand-chose, et donc il faut être assez prudent. Alors les solutions proposées dans la littérature, il y a tout un courant donc qui dit il ne faut pas faire de mesures, il faut utiliser ce qu'on appelle des mesures faibles, des variables purement ordinales, voilà, au mieux, mais pas aller au-delà. Est-ce qu'on ne peut pas prouver la qualité quantitative d'un attribut psychologique? On n'a pas le droit d'utiliser des modèles quantitatifs en variable continue. L'autre pendant, c'est Borsboon qui dit, et d'autres, ça fait quand même des dizaines d'années qu'on fait ça, ça marche bien, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait? Je veux dire... Alors, il y en a qui sont un peu entre les deux, qui disent, alors, ça s'appelle les méthodes abductives, alors aussi, il y a tout un courant, le pragmatisme, lequel je commence à lire, mais j'ai absolument pas le temps, là, donc je ne sais pas quand j'aurai le temps de lire ça, mais ce qu'on appelle, c'est tout un courant philosophique, le pragmatisme, qui est sur la science. L'objet de la science, c'est pas de découvrir des lois vraies, véritables, extérieures à nous. Il y a la science, les idées, développer une théorie, c'est dans l'action, c'est pour agir, et que donc il y a un côté pragmatique nécessaire à l'homme. Donc c'est tout le courant pragmatique, ou bien l'abduction, je choisis le modèle qui me convient le mieux, qui me paraît à moi en tant que scientifique le plus pertinent, quand bien même je n'ai pas toutes les fondations scientifiques pour le prouver, ça me paraît moi cohérent. Et puis il y en a beaucoup qui disent, après tout, est-ce qu'il ne faudrait pas une nouvelle théorie de la mesure pour la psychologie? Parce que là, la mesure conjointe ou les axiomes de Hölder, c'est pour la physique. Ok, mais la psychologie ne respecte pas du tout le cadre de la physique. D'une part parce que souvent les objets, il n'y a quasiment rien qui est directement mesurable, tout est dans le cerveau, pas de chance. Donc au moins en physique, ce qui est mesurable et indirectement, on peut le mesurer par d'autres objets qu'on peut mesurer directement. Deuxièmement, les erreurs sont plus faibles en physique. En psycho, on a une erreur de mesure qui est assez importante. En plus, les protocoles expérimentaux ne sont pas du tout les mêmes.
En physique, c'est simple, hein, j'ai un atome, j'en ai un deuxième, bah, je considère que c'est le même. Je veux dire, c'est assez simple, hein. Je ne sais pas si c'est un sens, hein, de considérer que les deux atomes sont identiques, mais visiblement, qu'un électron équivaut à un autre électron, ça pose aucun problème. Nous, en psycho, on ne peut pas. Hein, un individu, c'est un individu, et puis il n'est plus le même au temps t plus 1 qu'au temps t. Donc on a un problème. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une théorie de la mesure à reconstruire pour les sciences sociales, notamment pour la psycho? Alors sûrement, le problème c'est qu'elle n'existe pas. Donc il n'y a pas de cadre formel qui permette de valider. Donc des gens essayent de construire ça, donc je vais y arriver. Alors, le cadre d'une mesure en psychologie. Alors, il y a toute une discussion qui a démarré il y a un an et demi, sur ce qu'on appelle les attributs homogènes et hétérogènes. L'idée c'est, bon, on ne peut pas le prouver, mais pourquoi est-ce qu'on s'interdirait quand même de le faire? Alors ce qui est intéressant, c'est ceux qui développent ça, c'est notamment Michel, qui est très critique sur l'usage de la mesure en psychologie, mais qui dit, bon, si vraiment vous voulez en faire, il faut vérifier quand même un certain nombre de paramètres, de choses, et on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, tous insistent bien sûr sur le cadre théorique, hein, ce qu'on appelle la théorie substantive, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire une mesure sur un objet mental sans s'être posé la question de quel sens ça a. Alors quel sens on va voir, ça va se clarifier, mais est-ce que j'ai le droit de le faire? Alors il faut que les stimuli soient quantitatifs, manipulables, ok, et on va considérer que ce sont des stimuli, à un certain niveau de stimuli, la réponse est homogène. Bon, est-ce que j'ai le droit de considérer ça? C'est ça le protocole expérimental, c'est ça le problème. Là on est dans des choses un peu floues quand même. Alors, si ça c'est vrai, si on a une bonne théorie, et si on est en droit de considérer que je manipule des objets qui sont vraiment influents, qui sont au cœur de ma problématique, ben, si les items que je mesure sont, comme on dit, homogènes, alors homogène, c'est-à-dire que les variations quantitatives, ce sont des variations quantitatives et non pas qualitatives. C'est-à-dire, j'ai le droit de considérer que les variations chez les individus, c'est sur une graduation. Je suis plus ou moins anxieux. Est-ce que ça a un sens ou est-ce que je peux considérer, autre cas, les items sont hétérogènes, c'est-à-dire que l'anxiété, ben, il y a des groupes d'anxiété différents. Il y a ceux qui seront anxieux, et là-dedans, éventuellement, au sein des gens anxieux, on va avoir une graduation, puis des gens pas du tout anxieux, là j'aurai une graduation, mais que de passer, d'agglomérer tous les individus sur une échelle graduée, c'est-à-dire quantitative, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est pas plutôt une échelle, mettons, ordinale, ou plutôt avec des classes, des groupes d'individus, où là-dedans, éventuellement, à l'intérieur d'un groupe, je peux me dire, bah tiens, une certaine homogénéité, voilà. Se poser ces questions-là. Alors, ils prennent des exemples. Michel prend, dans un article de 2012, l'exemple de l'échelle d'indépendance fonctionnelle des personnes âgées. Il dit, voilà, ça c'est une échelle souvent utilisée, je sais pas, donc il la donne, voilà, donc est-ce que je peux marcher, est-ce que je peux aller me laver, voilà, bon, donc c'est une échelle. Et cette échelle-là vérifie parfaitement bien le modèle de Rasch. On a des superfits. Il dit, c'est complètement faux. C'est pas parce que le modèle de Rasch est vérifié qu'on a une mesure. Il dit, là, ce n'est absolument pas une mesure. Pourquoi? Parce qu'il dit, ok, chaque item, si je prends le premier item, si les gens répondent, mettons, sur une échelle de 1 à 5, d'accord, là, on est sur un item. Est-ce que les gens peuvent aller jusqu'à la salle de bain? Bah oui ou non, enfin, ou un peu, pas bon, ok, là, on est sur quelque chose d'homogène. Mais il dit, quand on passe d'un item à l'autre, alors aller à la salle de bain, puis je sais pas, faire sa toilette, ou je sais pas, quand je passe de l'un à l'autre, là je suis sur des dimensions complètement différentes, qualitativement différentes. Ça n'a pas de sens de considérer que ici j'ai éventuellement un ordre, je mets du plus simple au plus compliqué, peut-être, mais considérer que je peux résumer ça par une échelle numérique de 1 à 100 par exemple, en considérant, là ça n'a pas de sens. On passe d'un item à l'autre à une qualité différente. La différence, elle n'est pas quantitative, elle est qualitative. Et donc ça, même si ça vérifie le modèle de Rasch, on n'est pas en droit de considérer que j'ai une mesure fiable, puisqu'on est sur des items hétérogènes. Alors, globalement, c'est quoi donc des tests non homogènes?
Parce que là, il prend un exemple, alors ça commence à pointer. Donc il y a un article de 2014 de Michel. Ben, il faut, pour que ce soit quantitatif, un test, une échelle de mesure, il faut que les différents items caractérisent une croissance graduelle. Bon. Et non pas simplement ordinale. Hein. L'exemple d'avant, on a... C'est pas graduel. Je ne peux pas, moi, considérer que je passe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Enfin, ça n'a pas de sens. On est sur un ordre, on est statistique d'ordre. Ok. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre, mais la distance de là à là, elle n'est peut-être pas identique à celle de là à là. On ne peut pas deux fois. Je ne peux pas dire qu'ici, mettons, c'est 2 fois plus grand que là, ou 3 fois, ou 2 fois plus petit. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut qu'il y ait une graduation possible d'un item à l'autre. Alors, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de tests qui discutent qui sont des difficultés croissantes, l'habilité, alors l'habilité verbale, l'habilité en calcul, enfin, il y a plein de tests comme ça. Et là, ce que questionne son auteur, c'est les processus cognitifs, les connaissances nécessaires d'une question à l'autre. Alors, ils prennent des questions, hein. C'est pas du tout les mêmes. On ne fait pas du tout appel au même processus cognitif pour la question 1 et la question 2. On ne fait pas du tout appel aux mêmes connaissances. Donc, ok, on va peut-être du plus simple au plus compliqué, il y a peut-être un ordre, mais les ressources cognitives nécessaires pour répondre aux différents items sont qualitativement différentes. Donc je ne peux pas considérer que mes questions, on peut les résumer sur une variable numérique sur R. On ne peut simplement travailler que sur une variable ordinale. Donc il faut faire appel à des ressources cognitives. Enfin, si on fait appel à des ressources cognitives différentes, hein, on a des items qui sont différents, à moins de considérer que l'ensemble des ressources nécessaires à un test, que j'utiliserai ponctuellement pour une question ou pour une autre, cet ensemble de ressources soit un attribut graduel. Voilà, c'est un peu compliqué, hein, parce que là, c'est-à-dire que j'ai un objet unique qui est l'ensemble des ressources nécessaires à répondre à mon test, et que ça, c'est une graduation que je peux faire numériquement. Donc en gros, on est en droit de se poser des questions sur des tests qui font appel à des ressources cognitives différentes, leur fiabilité. Alors ça c'est bien, ça fait super savant, hein, vous savez, on fait un super schéma avec plein de flèches. Je suis assez content de moi, donc c'est le cercle, je dis vertueux, parce que je crois que Bruno avait utilisé ce terme-là pour les modèles qualitatifs. Alors il y a des choses que je n'ai pas discutées là, mais je vais y revenir. Voilà. Donc, si je veux faire une modélisation quantitative, bon, il y a des choses que je n'ai pas discutées, mais alors en noir, c'est, je veux dire, des tensions, des problèmes. Puis en rouge, c'est voilà, la circularité, voilà. Bon, j'ai un objet hein, théorique sur lequel, enfin un objet qui existe, et puis j'en fais, j'ai une théorie, hein, l'anxiété. Voilà, l'anxiété c'est une réalité matérielle, il y a des gens qui sont anxieux, je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas l'observer, c'est dans le cerveau, bon, et moi j'ai une théorie. Et j'en crée un concept. L'anxiété, c'est je ne sais pas trop quoi. Je définis. La première tension est là. Il y a beaucoup d'articles qui discutent, récemment, hein, 2012, la confusion en psychologie, en psychométrie, entre l'objet et le concept. Je mesure l'objet, je mesure le concept, j'ai l'objet, le concept, et notamment en psychométrie, on parle du construct. Le construit. Et donc là, il y a tout, c'est dans Psychological Inquiry, je crois, il y a toute une série d'articles en disant, tout le monde dit, faut pas, le construct, ça ne veut rien dire, il ne faut pas s'en servir, voilà. Alors tous ceux qui disent qu'il ne faut pas s'en servir, ils s'en servent, hein, c'est amusant, je vais revoir dans leurs articles, ils s'en servent quand même. Ils ne sont pas capables, mais le construit est un concept complètement hybride en psycho, on a le même en sociaux, hein, du monde d'après Desrosières, qui est à la fois l'objet et le concept. Normalement, un objet, c'est un objet, hein, ça c'est un objet, j'appelle ça une chaise, ça c'est un concept, mais une chaise, c'est pas l'objet, et l'objet, c'est pas le concept. Il faut différencier les deux. Alors, j'ai mon concept, voilà, et puis je considère que je suis en droit de dire que c'est un objet graduel. Il y a des variations graduelles et non pas qualitativement différentes chez les gens, qui ne font pas appel à des ressources qualitativement différentes chez les gens, ou dans une même personne, selon les moments où je vais faire appel à des choses qualitativement différentes, c'est une graduation. Donc, la théorie me permet de considérer que j'ai un objet graduel que je peux quantifier. Même si le cadre théorique de la mesure ne me permet pas de le dire.
Mais je m'affranchis de ce cadre-là en disant, ok, le cadre formel de la mesure est adapté à la physique, on n'a pas de cadre formel en psychologie, mais on a une expérience commune qui me permet de dire qu'après tout, c'est peut-être pas complètement faux si je considère par la théorie que l'objet est un objet graduel chez les gens. Je construis un modèle quantitatif théorique, mon modèle. Alors pareil, là, la première tension, c'est pas parce qu'un modèle théorique fonctionne que c'est une mesure. Hein. Modèle de Roche, par exemple, hein. Un modèle théorique, ça ne prouve pas qu'on est dans le cadre formel de la mesure, même si ce modèle n'est valable que si on est dans le cadre formel de la mesure. C'est pas parce que j'ai un bon fit. L'autre problème, pareil, confusion qu'il y a, souvent, c'est entre le modèle quantitatif et le modèle théorique. Je me dis, tiens, l'anxiété provoquée par tel et tel phénomène. Ok, ça c'est un modèle théorique que je vais mathématiser, hein, mettons par un modèle avec variable latente, mais le modèle avec variable latente, ça n'est pas le modèle théorique. C'est une formalisation mathématique, mais j'aurais pu construire un autre modèle mathématique. Hein. Donc il y a une confusion dans la littérature, souvent, entre le modèle quantitatif théorique que je construis et le modèle théorique, conceptuel on va dire, que j'ai construit. Et il y a... Donc je continue, j'opérationnalise et je trouve une variable latente. Et là, confusion entre variable latente, concept et objet. Dans les articles, effectivement, les gens parfois, ils ont une mesure du concept, ils ont une mesure de l'objet, ils ont une mesure de la variable. On mesure les trois. Qu'est-ce qu'on mesure? Alors, la variable est un indicateur quantitatif qui est une représentation d'un attribut qui est l'objet. Mais la variable, c'est une notion abstraite, c'est pas la réalité. Et donc, en fait, il y a évidemment des gens qui se sont amusés à pointer dans les articles hein, de Borsman ou d'autres la confusion qu'il y a entre l'objet, le concept et la variable. Et alors, ce qui est drôle, c'est que ceux qui disent ça, eux-mêmes, dans leurs articles, il y a cette confusion. Hein. Borsman, en 2009, dit qu'il ne faut plus utiliser le terme construit pour l'utiliser par la suite. Il y a, alors ceux qui sont, il y a tout un courant marron, et puis, juste, je ne sais plus comment ça s'appelle, une fille là, qui dit, en gros, c'est n'importe quoi, et il faut utiliser le construit de cette manière-là pour utiliser d'une autre manière dans l'article suivant, quoi. Donc c'est assez intéressant hein, de voir que même ceux qui ont une vision assez saillante sur ces problèmes-là, eux-mêmes tombent dans ce piège qui est, on ne sait plus trop si c'est une variable, un concept, un objet. Bon, j'ai ma variable, j'ai des données, je construis, est-ce que ça marche bien? Si ça marche bien, c'est mon modèle statistique qui marche bien. Hein. C'est pas ça qui marche bien. Hein. Ça, c'est une confusion, et c'est là où les gens pointent, c'est pas parce que ça marche bien que vous avez raison. Il faut donc un retour. Ce modèle-là marche bien, et là, il y a un retour du modèle statistique au cadre théorique. Il faut nécessairement passer de l'un à l'autre. C'est un peu ça qu'il faut faire. Bon. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Alors, ça, c'est tout ce que j'ai raconté. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune valeur ajoutée. Hein. Je suis désolé, c'est vraiment une revue de littérature et de ce que j'en ai compris, hein, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais j'ai des questions personnelles. J'ai posé, je veux dire, quand même une petite histoire, Bruno est là. J'ai posé lors de mon comité de première année de thèse une question. J'ai eu aucune réponse. Hein. Je ne sais pas si j'ai entendu, je pense qu'ils ont entendu. J'ai dit, j'ai un problème, moi. J'ai un problème, c'est qu'on parle d'état mental et de processus mental. Mais je vois pas bien, moi, pourquoi certains disent état mental, pourquoi certains disent processus mental. Alors, je sais pas si Bruno s'en souvient, mais personne ne m'a répondu. Et depuis, mon cerveau a un peu fonctionné, et voilà. Moi, je me dis, il y a un petit truc derrière quand même. Il y a un petit truc, si moi je me pose cette question, c'est pas par hasard. État, processus, ça renvoie pas du tout la même chose. Hein. Bon. Alors, je n'ai pas trouvé de définition d'état mental. J'en ai trouvé une pour les processus mentaux. Mais l'état mental, on ne définit jamais. On le définit par ce que c'est pas, ou à quoi ça sert, ou comment c'est, mais je n'ai pas trouvé de définition de ce qu'était ce qu'on appelle un état mental. Donc, on va dire, moi, dans le terme état mental, il y a quelque chose de stabilisé. Hein. Donc, je renvoie au bouquin de... C'est 2008, hein, Bruno, sur les attracteurs. Hein, j'en discute pas, mais enfin, voilà, par une vision non modulaire, on peut schématiser ou comprendre hein, les états mentaux par des attracteurs hein, de processus qu'on dit complexes, non linéaires,
et qu'on dit en plus non computationnel. Hein, voilà, voilà, on peut schématiser ça, hein, les états mentaux, par une espèce de structuration de notre cerveau qui à un moment donné se stabilise, hein, certains, voilà. Donc il y a une forme de stabilisation de quelque chose. Bon. Et puis il y a un processus. Et là, le processus, il y a une action, une mécanique, une modification, des ressources. Et là, on est sur des objets différents. Et je n'arrive pas, hein, j'ai pas cherché beaucoup, mais un peu quand même, processus mental, état mental, test, échelle de... Je n'ai pas trouvé un article qui discute de test versus échelle de mesure. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour vous, ça, hein, mais entre ce qu'est un test et ce qu'est une échelle de mesure, mais pour moi, ça, c'est lié à ça. Test, processus mental, échelle de mesure, état mental. Or, le problème, c'est que un test qui porte sur un processus mental, l'habilité A, par exemple, eh ben, on va avoir des items qui, de façon plus ou moins automatique, vont être des items hétérogènes. Alors, c'est ce que je me disais dans la petite tête hein, depuis quelques jours, et ce matin j'ai lu l'article de Michel qui dit en gros exactement ça, l'article de Michel de 2014, hein, j'ai été chopé hier ou avant-hier, il dit ça, en gros, c'est qu'éventuellement on est sur un objet mental qui fait appel à des processus mentaux qui peuvent être différents dans la passation d'un questionnaire, nécessairement, on risque d'être dans un objet avec des items hétérogènes et la mesurabilité, là, et je ne sais plus comment il le dit, enfin, c'est quand même à très haut risque. Mais je vois pas, alors les échelles de mesure, en fait, moi je connais bien, parce que en sciences de gestion, les tests on ne connaît pas, mais les échelles de mesure, on connaît bien, on n'utilise que des échelles de mesure. Hein. La propension à aimer une marque, la propension là, voilà, on mesure, voilà, la propension, là, je vais aider une copine là, qui fait sur la résistance des consommateurs, la propension à résister au marketing, il y a une échelle de mesure, voilà. Voilà. Donc ça s'appelle des échelles de mesure, et là, on mesure quelque part un état mental de l'individu, plus ou moins stabilisé. Alors je peux prendre la personnalité, par exemple, la personnalité, ça s'appelle des échelles de mesure. On ne pose pas des questions graduées en difficulté, on va quelque part envelopper un objet mental par un spectre le plus large possible de ces manifestations pour l'envelopper. Donc là, on est sur un objet unique que l'on enveloppe. Et là, se dire que c'est plutôt homogène, bah, pour moi, ça a du sens. Et donc, cette réflexion que j'ai, alors j'ai posé la question, état mental, processus mental, dans mes 4 experts, personne m'a répondu, c'est pas grave, hein, et je me dis, il y a un truc là. Homogénéité, hétérogénéité, processus mental, état mental, test, échelle de mesure. Alors j'avais écrit hein, il y a 3 mois, 4 mois, échelle de mesure, test, mais c'était fouillis dans ma thèse, dans le premier brouillon que j'ai écrit. Pour moi, il y a quelque chose à creuser. Donc, conclusion et piste de recherche. Première chose, on ne peut pas prouver, dans le cadre formel de la théorie de la mesure, mais qui est un cadre adapté et qui vient de la physique, hein, la quantification en psychologie. On ne peut pas le prouver. Et ceux qui disent que c'est prouvé, c'est pas vrai, on ne peut pas le prouver. Dès qu'on fait de la quantification, on ne peut pas prouver que l'on a raison de faire ça. Donc ceux qui disent « vous avez tort de le faire bah, », ils ne peuvent pas non plus prouver qu'on a tort, mais ils ont des arguments. Est-ce que c'est interdit de s'en servir? Bah, a priori non, là on va être pragmatique en disant « ça sert bien quand même ». C'est plutôt utile pour l'action. Hein. Desrosiers dit ça, hein, les modèles statistiques, hein, ils comparent la régression logistique à l'analyse des correspondances. Il dit l'analyse des correspondances, je constate, je fais un état des lieux. La régression logistique, c'est pour l'action, c'est pour agir. Et c'est 2 démarches différentes. Est-ce que je fais juste un constat ou est-ce que j'interviens pour agir? Donc si on a une intervention, on va dire, active, après tout, c'est le pragmatisme, pourquoi pas? Alors, mais est-ce que j'ai le droit de tout mesurer? Ah ben non. J'ai le droit de mesurer, mais dans un certain cadre. Il faut qu'il y ait des attributs graduels, c'est-à-dire des items homogènes. Que ce que je mesure soit construit par des variables dites manifestes, des items qui soient homogènes entre eux. Et donc, pour moi, ça renvoie à la tension entre processus mental et état mental. Pour moi, les états mentaux sont mesurables, sous condition bien sûr de vérifier l'hypothèse que c'est une variation graduelle à vérifier, hein, et sous hypothèse qu'on arrive à construire des items homogènes. C'est pas évident, hein, quand vous lisez des échelles de mesure, alors
En fait, implicitement, moi je défends ça depuis des années, hein, quand des collègues construisent des échelles de mesure où on est sur des choses qualitativement différentes, pour moi je dis non, c'est pas possible. Là, on est sur des objets, des items différents qualitativement, on mesure un objet différent. Et là, on va éventuellement mesurer deux facettes de l'objet, mais il faut nécessairement que les items qui cherchent à inférer l'objet que je veux pas soient homogènes entre eux. Et donc pour moi, les processus mentaux sont difficilement assimilables à des attributs mesurables, et donc un certain nombre de tests en psycho qui font appel à des processus qui sont utilisés comme des mesures renvoient à la question de la validité de leur usage comme variable quantitative. Et que là, il y a des modèles, hein, ordinal, des modèles que les latent classe, par exemple, enfin des modèles qui permettent peut-être d'inférer ces objets-là d'une manière plus pertinente que ce qui est fait aujourd'hui. Et bien maintenant, c'est à vous. Si je ne vous ai pas trop ennuyé et endormi, je veux bien avoir votre regard parce que vous avez une culture et un avis différent de moi. Oui? Une autre question personnelle, peut-être une question personnelle sur la formation d'un processus, c'est le problème de la durée des phénomènes qu'on cherche à étudier. État mental, comme vous l'avez dit, ça suppose cette stabilité dans le temps. Quelque chose qui dure quelques millisecondes ne peut pas être une temps. Et puis ces mesures prennent aussi un certain temps. Et aussi le temps nécessaire pour mesurer est plus long que la durée du phénomène qu'on cherche à mesurer, ça ne peut pas marcher. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut définir l'état comme des phénomènes qui ont une durée au-delà d'un certain seuil, ou comment vous voyez ce problème? Alors, je vais répondre à ça d'abord. Je suis incapable, moi, de définir ce qu'est un état mental parce que je n'ai pas trouvé de définition. Je vais reprendre la schématisation de Bruno comme un tracteur d'un réseau complexe, non linéaire, c'est-à-dire que c'est un attracteur qui va éventuellement varier un peu, mais on risque, alors on va dire après, un état mental peut être constant, pas constant, éphémère, voilà. Là, je ne sais pas. Par contre, la question, c'est la variation intra-individuelle. Quel que soit un état mental, même considéré comme stabilisé, je prends la personnalité par exemple, qui a très souvent été considérée comme, on apprend dans les bouquins, que c'est quelque chose qui est stable chez l'individu. Bon, les mesures de personnalité montrent qu'il y a une variation intra assez importante, quand on suit de manière longitudinale des mesures. Alors ça, c'est vrai, surtout que les modèles considèrent que c'est stable. Donc là, il y a toute une discussion que c'est à mon programme, mais qu'il faut que j'aille lire. C'est toute la discussion de la variation intra versus la variation inter, parce que l'estimation n'est pas forcément les procédures. Mais effectivement, il y a tout un courant de la psycho qui discute justement de tenir compte des variations intra. Et qu'un état mental, un objet mental n'est pas identique à lui-même chez un individu, autant t était plus 1. Et donc c'est toute une discussion critique, et pas seulement, on va dire, épistémo, mais aussi sur les modalités d'estimation. Parce que si les variations intra ne sont pas identiques de groupe à groupe, j'ai des gens qui vont avoir une personnalité très stable, d'autres qui vont avoir des variations importantes de personnalité. Je peux m'amuser à construire une échelle de mesure graduelle, mais j'aurai intérêt à utiliser les classes d'individus, puisque mon estimation va être complètement brouillée. À l'instant T, je vais avoir des individus qui ont une grande variabilité, d'autres qui vont être très stables, je vais avoir une visibilité brouillée. Donc je vais avoir intérêt, même là, à me poser la question, donc, non seulement du caractère graduel d'un état, mais de sa variation potentielle chez les individus, et de sa variation potentielle différenciée selon des individus. Ça, certainement. Ne serait-ce que pour l'estimation. Et maintenant, je suis incapable, moi, de définir un état mental. Qu'est-ce que ça voudrait dire un état mental mesurable? Voilà, je ne sais pas. Sa stabilité dans le temps, est-ce qu'il faut qu'il soit... Qu'est-ce que ça veut dire être stable dans le temps? Et voilà, je ne sais pas. Et ça varie trop, ça peut être... Pardon? Si ça varie trop, ça se fait pas. Ben voilà. Parce que là, si ça varie trop, c'est pas un état. Voilà. Mais le problème que l'on a, c'est est-ce que l'on sait si un état varie tant qu'on ne l'a pas mesuré? C'est le problème. La personnalité, est-ce qu'on peut savoir si la personnalité varie tant qu'on ne l'a pas mesurée? Non, mais si on la mesure et qu'elle varie, on va dire que la mesure n'est pas valide. Donc là, il y a un truc circulaire, c'est pas, à mon sens, pas simple. D'habitude, en psychologie, on fait la distinction entre les traits et l'état. Les traits étant quelque chose de plus stable, et l'état quelque chose de plus réactif à la situation.
Peut-être. Oui, alors, moi j'ai une culture du trait qui vient de la latente où c'est des sous-dimensions, hein, des traits de personnalité, mais qui sont pour moi une conceptualisation. Pour moi, le trait, c'est une conceptualisation. On est déjà dans le domaine du concept. Les traits de personnalité, hein, il y a 5 traits Big Five, hein, on est déjà dans le domaine de la conceptualisation. Donc on fixe. Alors, c'est comme ça que moi, j'appréhende mes prédateurs. Hein, parce que je suis autodidacte là-dedans. Hein, moi, j'ai jamais été à l'école pour ça. Hein, j'ai appris tout seul en lisant un peu. Et c'est comme ça que je comprends le trait. Alors, j'ai peut-être tort. Hein, et je viens à une remarque critique, mais pour moi, le trait, dès qu'on parle d'un trait, d'un objet mental et d'un mental, on est déjà dans le concept, c'est-à-dire dans la formalisation théorique. On en est, en fait, pour moi, le trait, il est là. Il n'est pas là. En fait, ça veut dire plusieurs choses. Il a raison, on parle d'anxiété trait, d'anxiété état, par exemple. C'est ça. Ah oui, d'accord. Ouais, un chien à bois, je suis anxieux tout d'un coup, c'est un état d'anxiété. D'accord. L'anxiété trait, c'est des gens qui ont tendance à être anxieux. Ok. D'accord. Mais effectivement, il y a l'analyse du trait latent, ça Voilà. n'est pas le même mot. Voilà, c'est pas le même mot. C'est ça que j'ai dit au début, il y a des problèmes de vocabulaire. Ouais. Voilà. Et je pense que globalement, d'abord, tu as bien avancé dans notre discussion avec. Lentement, parce que là, généralement, c'est vraiment une vitesse d'un escargot rhumatisant. Hein. J'ai tous mes cours, hein, c'est pour ça que vraiment. Mais je crois qu'il y a. D'ailleurs, tu en as parlé, on ne peut pas dissocier la mesure de la théorie. Et que ça soit en physique, que ce soit en psychologie, c'est pareil. Et par exemple, tu parles d'homogénéité. Tu vois, tu dis, ah, mais on ne peut pas mesurer parce qu'il faut que les items soient homogènes. Il ne faut pas qu'ils soient qualitativement différents. En fait, tu mets qualitativement différent, ça veut dire quoi? Tu mets forcément une théorie sous-jacente qui te fait dire que c'est qualitativement différent. Complètement. Ouais, complètement. C'est la théorie qui nous dit... Et donc, en fait, tu as besoin d'une théorie. Complètement. Et alors que les gens pragmatiques, ils disent, ouais, bon, d'accord. Mais dans les faits, est-ce que ça existe une échelle psychométrique avec des items homogènes? Alors, c'est ce que Borsund dit. Donc, en gros, il renvoie à Tremler en disant tout ce qu'on fait, alors toute la psychologie quantitative est à mettre à la poubelle. Soit. Non, c'est pas ce que je dis. Non, mais lui, c'est ce qu'il dit. Non, la question, je ne sais pas. Pour moi, on a un problème. J'ai pas de réponse. Si on fait un test qui mesure, qui s'appuie sur des processus mentaux, c'est-à-dire sur des... où le cerveau va devoir travailler, on va dire, et devoir faire appel à des ressources cognitives, soit en termes de processus, soit en termes de connaissances, un test comme ça a quand même de grandes chances. Si je me réfère à la critique de la mesure, enfin des tests, hein, pour des gens qui étudient la mesure, on a des chances d'être de glisser rapidement. Est-ce que tous les tests en psycho sont comme ça? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des échelles de mesure qui, elles, effectivement, ont une homogénéité des items. Mais ce ne sont pas des tests. Au sens où je ne cherche pas à mesurer une habilité à ou quelque chose, je cherche à inférer un objet en l'enveloppant par des variables manifestes. Toi, si tu prends, on en avait parlé à la réunion, si tu prends les additions, tu fais un test pour évaluer les aptitudes chez des enfants à faire des additions avec un chiffre. Donc tu vas avoir le premier item 4 plus 6, le deuxième 3 plus 5. Alors on peut dire qu'additionner dans le premier, c'est peut-être pas le même processus. Non, mais eux, ils prennent pas ça. Ils prennent comme exemple sur les tests utilisés, alors je ne connais pas, hein, c'est ceux qui vont faire intervenir des décimales, ceux qui vont faire intervenir donc des connaissances. Voilà, il y a dans les tests, ils prennent différentes questions, là je ne sais plus ce qui est. Justement, si je prends exprès des additions de nombre à un chiffre. Oui, mais est-ce qu'un test utilise uniquement ça? En CP. D'accord. Tu vas faire une épreuve pour... Oui, d'accord, mais là, pour moi, il n'y a aucun... Enfin, pour moi, c'est c'est fonctionnel. Là. Eux, ils prennent là, sur les tests de l'aptitude en calcul, ils ont isolé, je ne sais plus qui c'est qui a écrit ça, des questions qui, effectivement, font appel à des connaissances différentes, il y a des processus cognitifs différents. Avec des divisions, des décimales, des additions, et même dans la manière dont les questions sont écrites.
qui font appel, voilà. Donc c'est là où ils disent maintenant, effectivement, un test où il y a une forme là d'homogénéité quelque part, de ressemblance des questions, oui, il y a bon sens, il n'y a pas de... Mais je crois que ce que veut dire Caroline, c'est que, en fait, pour les échelles, pour les questionnaires, c'est parce que nos théories sous-jacentes sont encore trop frustres qu'on ne se rend pas compte qu'ils sont hétérogènes. Oui, on revient toujours à la théorie, hein, oui. Ben oui. Effectivement. C'est qu'on a peu de théories des émotions, on a Ouais. peu de théories aussi fines que l'arithmétique. Oui, c'est ce que renvoie toute la littérature en disant, vous ne creusez pas la théorie. Vous les psychométriciens, vous dites, j'ai une mesure et je fais un modèle, voilà, je fais ça. J'ai un modèle, je fais ma mesure, j'ai un bon fit, j'ai vérifié ça. Bon, non, voilà, ils disent non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et la théorie substantive antérieure dans la démarche scientifique à ça, à ce modèle-là, eh ben, elle est faible. Alors, est-ce qu'elle est faible parce qu'on n'a pas de connaissances? Peut-être. Est-ce que l'effort, c'est pas justement de créer cette connaissance? Voilà. Tu vois, d'un côté, tu as la psychanalyse, de l'autre Voilà. côté, tu as Paxel, de l'autre côté, tu as les neuromédiateurs. Oui. Enfin, c'est chaud. Hein. Ah oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que le score psychologique évalue l'objet, le concept ou le construit? C'est pas clair comment se prend. Alors, c'est pas clair pour grand monde, hein, je veux dire, parce que même ceux qui critiquent, en fait, on est, je veux dire, le problème que l'on a en psycho, il y a un problème en science. Hein, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des réalités, des objets qu'on dit extra-linguistiques, une réalité. Hein. Et puis moi, quand je parle de la chaise, là, c'est un mot. Et c'est compliqué d'aller de l'objet au concept. Parce qu'on ne discute qu'avec des mots, et on discute avec des mots de choses qui ne sont pas des mots. Donc il y a un problème en science. Les maths, la physique, ça va, parce qu'ils ont créé un vocabulaire épuré de toute notion subjective. L'écriture mathématique. Où que je sois, si je suis mathématicien, je peux lire dans un discours particulier qui est épuré de subjectivité et qui me permet de comprendre. Le problème, c'est qu'en psycho, en sciences sociales, notre écriture, c'est l'écriture traditionnelle. L'anxiété, le terme anxiété, il n'a pas le même sens. Voilà. Donc on a déjà un problème. Donc on va construire, on a la construction, on va dire, du discours scientifique en psycho est différente de la construction du discours scientifique en sciences dures. Ce que l'on peut dire, c'est que T'as la biologie qui est quand même un peu... Oui, mais je connais rien. Même la linguistique. Oui, enfin je dis ça, c'est en... Tu dis la chaise est aussi l'objet et le concept. En même temps, c'est l'objet, c'est l'objet là, cette chaise-là, c'est l'objet, et le concept, c'est la chaise. Voilà. Donc c'est aussi bien... Il y a le contexte d'utilisation aussi. Il y a le contexte d'utilisation. Tout à fait. C'est ça un peu. J'aurais envie de faire de la linguistique depuis quelque temps, mais voilà, parce que je me rends compte que je bute à des choses, voilà. Non mais tu vois ce que tu dis, c'est intéressant parce que la biologie a cette étiquette de sciences dures, et pourtant elle utilise le langage naturel. Voilà. Alors je vais répondre à la question. Ce que l'on peut dire, c'est que si j'ai un objet, je le définis conceptuellement. Ça, c'est des mots. C'est dans le cadre théorique. C'est pas la réalité. Mais c'est ma manière à moi de comprendre, d'avoir un reflet intellectuel de la réalité. D'accord ? Je considère que cet objet-là, ce concept-là, fait référence à un objet qui a un attribut mesurable. Ok ? Je fais un modèle de recueil de données, j'obtiens un score. Ce score est une représentation, si c'est bien fait, de l'attribut qui est là. C'est une représentation sur une échelle numérique créée par les hommes, R, d'une quantité. Alors il y a un problème d'unité, il y a toute une discussion sur l'unité en psycho par rapport à l'unité en... Cela, c'est un modèle sans unité. J'ai un score d'anxiété de 5, oui, mais 5 c'est quoi? L'unité c'est quoi? En physique, il faut une unité. Oui, mais c'est parce que c'est extensif. Tu as l'unité parce que c'est extensif. Quand c'est intensif, l'unité, d'ailleurs tu vois les Kelvin, les Celsius, etc. Oui, mais ils ont une définition.
ils ont une définition physique ou chimique de la température. Le degré absolu, ça va être physiquement, chimiquement, on est capable... C'est une théorie, tu as une théorie Voilà, derrière. il y a une théorie. Mais ils disent, voilà, on ne peut, en physique ou en chimie, on ne définit de mesure que quand on est capable de définir l'unité, ou du moins voilà, la référence, dans un cadre formel, on va dire. En psycho, on ne l'a pas. Donc on va dire qu'on a une représentation numérique d'une grandeur de l'objet. Cet objet, je le comprends grâce à un concept. C'est plus clair ou pas? Mais il y a une confusion, effectivement, dans la littérature. Hein. Et le construit, le terme construct, qu'utilisé avec la latente, représente parfois ça, parfois ça, parfois ça. Ce que je dis moi, parce que les gens disent, oh là là, c'est n'importe quoi. Moi je dis, franchement, on s'en fout. Parce qu'on comprend très bien dans l'article. Je veux dire, quand les gens écrivent un article, quand ils utilisent le terme construct, on voit bien à quoi ils font référence. Est-ce qu'ils parlent de la variable, est-ce qu'ils parlent du concept, ou est-ce qu'ils parlent de l'objet? C'est comme une pomme, hein. Je veux dire, moi je peux là, je discute d'un objet extra-linguistique par un mot. Bon, ok, il y a, quand je parle d'une chaise, la chaise, est-ce que c'est... En fait, on comprend bien, je vous dis la chaise, bon, bah, il n'y a pas besoin de faire de la linguistique pour que tout le monde comprenne et de savoir l'objet, le concept, on comprend assez bien. Donc, en fait, le discours scientifique, où il y a cette confusion-là dans les articles, au final, pour moi, il ne me gêne pas, parce qu'on a besoin, comme dit Desrosières, alors lui il parle des indicateurs en sociaux, mais c'est le même problème. On a besoin sûrement de cet objet hybride, un peu qui est à la fois concept et objet lui-même. Voilà. On a besoin de cette chose floue, visiblement, en sciences sociales, et moi je crois que c'est un besoin. Et donc on va lire, si vous lisez des articles, on va retrouver. Les gens, quand ils parlent de construct, ça va être soit la variable, soit le concept, soit l'objet. Et pour moi, c'est pas grave. Oui. Moi, il y a plusieurs fois une référence au cerveau. Tu as parlé par exemple, à un moment, tu as dit mon cerveau a travaillé. Ouais. Et puis l'exemple que tu as pris à partir de nous. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est difficile de faire une théorie de la mesure en psychologie sans s'appuyer et sans travailler de façon interdisciplinaire avec les neurosciences. Il me semble qu'on est obligé à un moment ou à un autre d'avoir un modèle qui s'appuie sur les deux domaines en fait, disciplinaires. Par exemple, l'anxiété. Il y a eu des dizaines, on va dire des centaines de travaux en neuroimagerie sur l'anxiété. Et même si les neurosciences n'épuisent pas complètement, bien sûr, le concept d'anxiété, par exemple, le fait que l'état d'anxiété mesuré par l'échelle de Spielberger puisse corréler de façon linéaire avec certaines régions, l'activation de certaines régions du cerveau, je trouve que ça, c'est quand même quelque chose qui donne à cette échelle de Spielberger une certaine validité. C'est-à-dire que c'est quand même pas par hasard que plus un individu dit « je suis anxieux » et plus l'aire somatosensible au niveau de l'insula, qui recueille justement des signaux qui émanent du corps, il y a toute une théorie de l'émotion basée sur le corps, c'est pas par hasard qu'il y a une corrélation linéaire. Et ce phénomène pour l'anxiété, on peut le retrouver dans d'autres domaines que l'anxiété, dans d'autres émotions. Je vais te répondre alors. Toute la première partie de mon travail de thèse est une discussion justement de la neuroimagerie et de la neurobiologie. Discussion critique. Alors je veux bien la faire, moi j'y connais rien, moi j'ai découvert ça, j'ai été lire, et j'ai été assez convaincu par toute une critique, on va dire, et épistémo, et de logique scientifique. La zone, on a montré que cette zone est active, il y a tout un tas de discussions sur la validation en termes de logique scientifique des zones actives qui, la plupart du temps, sont dans l'erreur de purement logique scientifique. Précis, là. Alors, il faudrait que je reprenne, non mais si tu veux, je veux bien t'envoyer, il faudrait que je rebosse, je veux bien t'envoyer la première partie, et après d'analyse statistique. L'analyse de la neuroimagerie, en termes de stats, est plus que très problématique. Donc là, il y a un certain nombre d'articles, alors je veux bien t'envoyer le début de mon travail, qui est donc une discussion critique, il faut que je rebosse, mais toute une discussion critique de
Justement, et j'ai pris des articles, il y a eu dans... ça que j'ai comme query, justement, des gens qui sont amusés à faire justement hein, le modèle variable latente et le modèle en neuroimagerie, hein, pour montrer justement la corrélation, tout ça. Bon. Et il y a notamment, il y a un mec comme Vux, hein, je ne sais pas si tu connais, qui est un statisticien, qui s'amuse à reprendre un certain nombre d'articles, même il a repris un truc par lui dans Science par un prix Nobel, sur, je crois que le gars avait prouvé la zone chez les hommes et la zone chez les femmes de je ne sais pas trop quelle émotion, hein, que le gars il avait prouvé que les femmes étaient là et les hommes étaient ailleurs. Bon. Et Vux s'amuse à reprendre les articles en termes de logique scientifique et d'analyse statistique. Et conclusion auquel, alors, Bagozzi écrit un article en 2008-2009 qui a un modèle comme ça, hein, neuroimagerie, variable latente. Il dit, après en gros toutes les manipulations de données obligatoires qu'on fait de la neuroimagerie, je lis, je cite cela, je regroupe, enfin je fais plein de choses. Il dit, je ne sais plus comment il le dit, mais en gros, ce qu'on a comme objet statistique, on ne sait plus trop ce que c'est. Il le dit comme ça. Mais Vux dit en 2011, on ne peut pas dire que tous ceux qui ont fait la neuroimagerie, c'est faux. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que tous ceux qui prétendent avoir prouvé quelque chose par une validation statistique à base de neuroimagerie n'ont pas le droit de dire qu'ils ont prouvé quoi que ce soit statistiquement, purement sur le plan méthodologique. Parce qu'il y a... Alors, l'erreur la plus fréquente que l'on rencontre, hein, et c'est un article, alors là, l'aspect le plus drôle, c'est l'article qui a eu il est paru aussi dans les résultats, une revue qui s'appelle les résultats extraordinaires de la science, je ne sais pas comment il s'appelle. Et il a eu, vous savez, il y a des pseudo-prix Nobel, et cet article a eu un pseudo-prix Nobel, c'est de la neuroimagerie, hein, article de 2011. Je prends, alors l'article est mignon, je prends un saumon mort. Il dit, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle, le lecteur considérera comme nous que ce n'est pas très grave. On a un saumon mort. On y passe des images de, je crois, de sociabilisation humaine, des photos, tu vois. Et on fait de la neuroimagerie sur le cerveau. Et on localise la zone du cerveau du saumon mort qui réagit aux images. Alors ils disent, le lecteur conviendra avec nous qu'il y a peu de chances qu'un saumon mort réagisse à des photos. Où est le problème? Simplement, il y a un problème stat qui est visiblement, d'après Vux et eux et un certain nombre, jamais discuté dans les articles de neuroimagerie, c'est qu'en neuroimagerie, alors là je parle qu'un seul des aspects stats, hein, il y en a plein, hein, il y a toute une batterie de critiques qui sont faites, mais celui-là est le plus facile à comprendre, c'est en neuroimagerie, je vais localiser des zones hein, de neurones, j'en ai plusieurs centaines de milliers, donc là j'agrège, après c'est dans le temps, c'est la variation du sang, l'oxygénation, donc on a des données bien compliquées qu'il faut filtrer, lisser, agréger, retravailler, bon voilà, c'est là où on ne sait plus trop ce qu'on a à la fin, visiblement, enfin on a des objets statistiques, et je fais des tests. Je lui dis ok, je fais des tests. Bon, première hypothèse, c'est que ces objets-là sont tous indépendants. Alors là, il y a vraiment peu de chance. Mais surtout, l'hypothèse qui est faite, c'est qu'ils font des milliers de tests sans contrôler, sans poser l'hypothèse que ces tests ne sont pas indépendants. Enfin, ils font une batterie de tests à 5%, ou 1%, ou 1 pour 1000. C'est le cas. Pardon? C'est plus le cas. Ah, c'est plus le cas, mais depuis quand c'est plus le cas? Bah, attends, écoute, vu que cet article 2011 dit que c'est pas forcément le cas depuis 2011. Alors moi je veux bien... Il faut aussi avoir un peu de recul par rapport aux critiques. Parce que, ah non mais... ce monsieur Vux, non mais je dis lui, c'est le nom qui me revient, c'est mon nom qui me revient. Saumon, c'est quand même un peu très évident, je veux dire. Bon, moi j'ai trouvé mignon l'article. Si tu parles-en à Anastasias Dehaene, discute avec lui et tu verras que statistiquement, c'est quand même des gens qui tiennent la route. Oui, peut-être. Le contrôle statistique est rigoureux. C'est toujours pareil. Évidemment, il y a toujours des articles qui sont mauvais, mais jeter à la poubelle toute une discipline. Non, c'est pas jeter à la poubelle. C'est pas jeter à la poubelle. C'est dommage. C'est pas jeter à la poubelle. C'est que moi, au départ. C'est ça. Non, pas à la poubelle, parce que moi, qui je suis pour jeter ça à la poubelle. Non, mais par rapport à l'histoire du saumon, je trouve que ça non plus, c'est pas très scientifique, je veux dire. Parce qu'il y a énormément de garanties qui sont prises. Eux, ils ont pris le protocole visiblement standard de la neuroimagerie. Il y a énormément de précautions qui sont prises. Eux, ils ont pris, ils disent juste, on reprend. Non, mais attends, c'est pas un problème de sérieux, pas sérieux. La science, elle se construit aussi en interaction avec un regard critique. Eux, ils ont pris le protocole standard de la neuroimagerie. Bon. Voilà, mais ils renvoient des questions. Le but, c'est pas de jeter, c'est... Alors après... Oui, ça dépend de ce qu'on veut démontrer.
Ça dépend de ce qu'on veut démontrer. Et ça montre simplement qu'effectivement, à partir d'observations et de statistiques, on ne peut pas déterminer comme ça des causes. Il y a l'exemple du travail qui s'est fait au niveau des états de stress post-traumatique, où il y a eu toute une période où il y avait des cerveaux qui étaient avec il y avait une réduction de la taille de je sais plus quoi, de l'hippocampe, oui, dans l'état de stress post-traumatique. Bon. Alors il y a eu une mode à un moment, on a dit bon ben voilà, c'est là que ça se joue et c'est ça qui est attaqué par les stress. Puis après, à partir de là, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres cas qui n'avaient pas exactement le même cerveau. Bon. On n'a pas dit tout ça c'est faux. On a dit comment ça se fait qu'ils n'ont pas la même chose. À ce moment-là, ça a ouvert sur des études secondaires, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens là-dedans qui avaient une forte consommation d'alcool. Bon. Donc à ce moment-là, ça ouvrait sur un autre champ de causalité qui était que bon, c'était peut-être le traumatisme, mais c'était peut-être aussi le traumatisme plus l'alcool lié au traumatisme, etc. Et par rapport à ça, je pense que justement le problème que ta présentation fait, c'est si j'ai l'impression que tu fais les choses, des présentations dans l'absolu, alors qu'en fait, ça nous intéresse autant de voir finalement que quelque chose est différent, et on va se poser des questions par rapport à ça, que de dire, bon ben voilà, là on avait une mesure qui est juste. Je vais répondre à ça. Mais ce que je te propose, c'est que dès que j'aurai bossé, avec plaisir, je t'envoie, et je mets un regard critique. Un regard critique de ma critique. Sur un champ auquel je ne connais rien. Donc c'est assez facile de critiquer ce que j'écris, je pense. Voilà. Mais que moi, j'ai été plutôt séduit et plutôt convaincu par toute une critique de la vision modulaire et d'une certaine vision de la fonctionnalité du cerveau, qui renvoie, c'est ça que j'ai commencé par ça, parce qu'on ne peut discuter sur les variables latentes indépendamment de la neuroimagerie ou des neurosciences que si effectivement on considère que c'est un sens de s'en passer aujourd'hui. Hein, je parle bien aujourd'hui, voilà, c'est toute la première partie, il y a quelques pages, voilà. Alors je réponds à toi, tu dis il y a un truc absolu, je suis d'accord avec toi, les choses ne sont pas absolues. Sauf que la science donne des cadres formels absolus, quelque part. Une mesure, c'est pas n'importe quoi. Soit on dit, comme Stevens, je fais un peu ce que je veux. Non. Soit je dis, je suis pas pour le formalisme absolu, mais on a besoin en science d'avoir, et ça revient sur ce qu'on avait vu avec Bruno sur les études qualitatives. Il y a quand même un formalisme. Une étude qualitative, un guide d'entretien, la manière de, ce dont je prends en compte, les paramètres, on a quand même un apprentissage, soit empirique, après qui se formalise, de quelle est une démarche que l'on peut considérer scientifique sans mettre un grand accent scientifique, parce qu'une démarche purement pragmatique, une démarche purement individuelle sans culture scientifique n'est pas plus critiquable ou moins critiquable que les démarches scientifiques, mais si on reste dans le petit cadre de la science, c'est-à-dire qu'on est obligé de formaliser, et donc la question qu'on pose sur la mesure, c'est pas dire quelle est la bonne et la mauvaise mesure, c'est dire des gens mesurent alors que les objets qu'ils ont ne vérifient peut-être pas ce qu'ils supposent, c'est-à-dire que l'attribut qu'ils cherchent à mesurer n'est peut-être pas un attribut qui est sur une graduation. Et quand on dit ça, donc comment est-ce qu'on peut se donner des règles un peu formalisées pour dire dans quel cas je suis en droit de considérer qu'il y a une graduation, c'est pas complètement idiot, et dans quel cas je suis en droit de considérer que, c'est peut-être pas une graduation, c'est ordinal, ou c'est des groupes, des classes, mais voilà. Est-ce que ça n'est pas partie des règles justement de construction des instruments? C'est-à-dire que si on s'aperçoit par exemple sur, des échelles, il y a beaucoup d'items, donc s'il y en a un qui est toujours pas coté, ou qui est coté de travers, etc., c'est le travail qui est fait en amont, ça, normalement, avant que l'instrument soit validé. On est là. C'est là le problème, c'est que... Réciproque, inversement, c'est là qu'on a une cohérence, une certaine homogénéité des choses, parce qu'avant, on a, les gens qui ont organisé l'instrument, et qui les ont relus, etc., ont modifié la définition, ou ont retiré Je suis d'accord. On est d'accord. Donc là, on est là. Bon. On est dans cette interaction. Ensuite, on utilise cet instrument, on va l'utiliser pour une personne. Si on utilise pour une personne, effectivement, on peut se dire, mais si on l'utilise pour 100 personnes,
on va s'apercevoir qu'il y a quand même globalement des choses qui paraissent être appréhendées de la même façon, sauf que chez certains sujets, ça ne va pas fonctionner comme chez les autres. Et donc ça a une valeur à ce moment-là de discrimination, beaucoup plus que le fait de dire c'est d'accord. On est sur des groupes différents. C'est là que pour l'objet de l'étude, enfin l'intérêt qui est cherché, c'est de trouver la discrimination, c'est pas de donner une valeur absolue à un item. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est donc bien une réflexion théorique. Résultat empirique, il y a cette interaction entre les deux, mais on revient à la théorie de comment est-ce que je peux comprendre et quel sens ça a que des individus effectivement réagissent ou ont des processus différents qui vont amener à ce que les items doivent être gérés différemment. Certains groupes, et donc à ce moment-là, effectivement, et c'est ce que toute la littérature contre la mesure implicite quantitative d'un attribut dit, mais ça se trouve, ça dépend, c'est pas la même chose chez les individus, il faut se poser la question. Donc là, on est dans le cadre théorique. Et la critique qu'il y a, c'est que très souvent, on a un objet, j'ai mon concept, je prends la littérature, machin, truc, on dit que c'était comme ça, voilà, la mesure elle est comme ça, hop, j'arrive là. Je passe pas par là. Nulle part. J'arrive là, chez mon modèle, j'ai un bon fit, hop. Et c'est ce processus-là, donc là c'est de la formalisation. Je formalise là, alors est-ce que j'ai raison, est-ce que toute étude scientifique doit être comme ça? Non, sûrement, il y a sûrement. Mais c'est juste un cadre de se dire, il y a des questions qu'on est en droit de se poser, d'autant plus que des gens utilisent des objets en prétendant les mesurer, alors qu'une réflexion théorique nous renvoie à l'interrogation de cette mesure effectuée. Alors après, je dis, il y a Borsboom qui dit, de toute façon, ça fait des années qu'on fait ça, ça marche. Il dit, vous êtes pas, en gros, vous n'allez pas nous faire chier. Il y a un article, le chat revient. Vous allez encore nous faire chier sur la mesure, c'est bon. Voilà, les Égyptiens, ils ont construit des pyramides sans avoir les axiomes d'Holder. Nous, on fait de la mesure tout le temps. Et puis, vous n'allez pas nous emmerder avec ça, quoi. Voilà, en gros, c'est énorme. Mais même en étant pragmatique, en fait, on arrive à une impasse. C'est pour ça que je pense que cette discussion... Je suis pas sûr. Pourquoi? Parce que là, les instruments de mesure qu'on a aujourd'hui saturent en qualité. Voilà, ça fait quoi? Ça fait 20-30 ans qu'ils ne bougent plus, quoi, en gros, en pratique. L'échelle de dépression qu'on a, le standard, quoi, elle a 50 ans. On ne peut pas en changer, quoi. Mais pourquoi ça ne bouge plus? C'est parce qu'on ne les questionne pas. Parce qu'on ne les questionne pas, et ça vient du fait qu'on ne challenge pas la théorie sous-jacente. On s'est englué dans un truc disant bah, la dépression, c'est des symptômes qui se voient parce que c'est plus facile à mesurer, et puis voilà, et puis... Donc on a les items, et puis les gens disent ah de toute façon on ne peut pas faire mieux. Alors qu'en fait, oui, il y a moyen de bouger, bien sûr, mais il faut théoriser très fortement. Et en fait, théoriser permet d'aider à accoucher du sens de l'instrument. C'est quand même un énorme pan de la psychométrie, c'est de donner du sens à l'instrument, puisque... C'est vrai que non. Oui, puisque objet, concept, mesure, comme l'objet, on ne sait pas où il est, puisque même, est-ce qu'il est dans le cerveau ou est-ce qu'il n'y est pas? Même là, maintenant, on n'est pas d'accord, puisqu'il y a des gens, des réalistes qui disent, forcément, les états mentaux, c'est en lien avec les neurones, forcément, c'est pas avec les doigts de pied, c'est avec les neurones, donc voilà. Puis il y a des gens qui disent, mais pas du tout, c'est des dimensions de représentation qui n'ont rien à voir. Il y a l'expérience subjective de la pensée, et il y a le hardware, quoi. Et en fait, le hardware n'explique pas forcément, ou du moins, il ne faut pas aller voir comment est foutu le microprocesseur de l'ordinateur pour cliquer sur le menu déroulant et la case OK, quoi. On n'est pas du tout dans le même monde. Et ça, ce sont les psychométriciens qui veulent s'affranchir des neurosciences. Et donc, on voit bien que tu vois. Mais en quoi le pragmatisme amène à une impasse? Parce qu'il empêche de réfléchir. Il dit ah non, en fait pas chier, mesurer. Ça dépend de ce qu'on appelle pragmatique, voilà, ça dépend de ce qu'on appelle le pragmatisme. Parce qu'il y a, pareil, c'est un mot qui a un double sens. Il y a le pragmatisme au sens commun et la théorie philosophique du pragmatisme qui ne renvoie pas forcément à ça. Voilà. Oui, et tu vois, pour prendre un truc très simple, l'échelle visuelle analogique des mesures de la douleur.
c'est un instrument, c'est un item. Alors tu vas dire, alors, quel est l'objet, quel est le concept, quel est le modèle? Alors, l'objet, c'est la douleur. La douleur, alors c'est la corde intérieure de la moelle, enfin, c'est la souffrance, c'est le bordel, enfin, les gens ont mal. Le concept de la douleur, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde s'est tapé sur les doigts avec un marteau, on sait qu'on a mal, c'est transculturel très fortement. Après, l'instrument de mesure est là, alors on va dire, est-ce qu'il est homogène? Alors forcément, il est homogène, puisqu'il y en a qu'un. Mais alors, est-ce qu'il a une propriété d'intervalle? Comment définir les bornes? Et alors, donc, les gens vont dire, oui, mais on s'en fiche, en avant, on mesure. Et ça va marcher un temps, tu vois, ça va marcher un temps. Et on va faire des essais randomisés, on va évaluer des antalgiques, ça va marcher. Et puis, on va se rendre compte que, en fait, quand des gens ont expérimenté de la douleur très forte qu'ils n'avaient pas expérimenté avant, il y a un recalibrage. Quand que la différence minimale qui n'est pas pertinente, elle n'est pas la même entre 1 et 2 qu'entre 8 et 9. Et du coup, il y a des gens qui commencent à dire, ah oui, d'accord, bon, eh ben, peut-être que le gold standard de la douleur, peut-être que c'est pas le VA, peut-être que en fait, on était parti dans un a priori que c'est le patient qui sait le mieux s'il a mal ou pas. Parce qu'avant, on ne traitait pas les gens, enfin, on a fait des choses horribles avec la douleur, donc c'était une position sociale, quoi. Eh bien, tu vois, il y a un retour maintenant chez les anesthésistes et chez ceux qui mesurent la douleur à se demander, mais finalement, alors, comment on fait, quoi, avec des cas particuliers, l'enfant qui ne sait pas parler, comment on fait pour la mesurer, qui doit la mesurer. Et tout d'un coup, c'est parce qu'il y a un retour sur la théorie qu'on va pouvoir penser des instruments différents. C'est pour ça que ce pragmatisme, tu vas dire, oh ben, ça y est, bon, on a une VA. Je suis d'accord, voilà, ça dépend ce qu'on appelle, ce qu'on entend par le pragmatisme. Je suis d'accord avec toi. Au sens commun du terme, je suis d'accord. C'est une impasse et ça limite. Et d'autres, oui. Non, il y avait... Je voulais juste... tu as évoqué en fait ces chercheurs qui s'écrivent, qui se répondent, et puis ce qui est d'ailleurs assez passionnant au moment de s'intéresser à un sujet et d'être au milieu de cette partie de tennis en fait. Sauf que quand on est dans la position assez précaire du chercheur qui va être produisant et qui plus est du doctorant qui va tenir le timing, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple. Alors pour le coup, tu as évoqué le point A, le point B sur les deux terrains de tennis, les deux joueurs. Tu as évoqué tout ce BIMS qu'il y a eu dans le domaine de la neuroimagerie. Pour le coup, je pense que tu ne peux pas l'évoquer si tu n'évoques pas Lieberman. Parce qu'il a fait du mal, ce Mr. Bulls. Parce que quand il a sorti ses papiers, et en fait derrière c'était le concept des voodoo correlation, il nous a dit qu'on faisait n'importe quoi, que si on voulait vraiment être fiable, il fallait beaucoup plus de sujets, parce qu'il fallait, par l'effectif, contrer la grande variabilité de ce qu'est l'individu humain et de son anatomie. Effectivement, hein, alors il n'y avait pas au début de l'histoire du saumon, ça arrive un petit peu après. C'était au départ un poster, si on est devenu un papier, donc comme quoi on allait jusqu'au bout on a piqué les choses jusqu'au bout. Mais on le sait, le coût des réductions de structure anatomique ou le coût des ventricules dilatés chez les schizophrènes, et on sait qu'on va un jour avoir un schizophrène qui n'aura pas cette dilatation ventriculaire, mais qui pour le coup aura des symptômes plus forts que les autres, et à l'inverse, le sujet témoin qui lui aura un pattern. Donc, il nous a mis dans une sacrée balade, et le problème c'est que quand on était au milieu de cette partie de ping-pong, il y a eu en fait chez notamment les éditeurs en chef une espèce de mise sur pause. C'est là où je pense à la précarité du chercheur, encore plus du doctorant. Une mise sur pause en disant bon, on va voir ce qui se passe, on va attendre un petit peu, ce qui est aussi révélateur que beaucoup qui sont dans ces positions de toute puissance du réguleur ou de l'éditeur, en fait souvent n'acceptent pas des choses sans comprendre ce qui se passait derrière. Bon. Et Lieberman, en fait, il est revenu sur une notion toute simple, c'est que ce que l'on fait à un moment dans le cadre de la neuroimagerie, ce qui n'est pas à assimiler de facto aux neurosciences. Mais ce qu'on fait dans la neuroimagerie, dans donc seulement une part des neurosciences, ce sont des choses qui sont en support de la psychologie. Et donc en support d'un certain nombre de modèles. Donc en fait, il y a tout ce positionnement dans le cerebral. Et c'est super important parce que c'est une première étape qui, à mon avis, doit après appeler l'enrichissement du modèle par les datas. Et à mon avis, c'est là
À mon avis, c'est là la plus-value aussi de la communication scientifique, enfin de la valeur par un article. C'est d'avoir cet enrichissement, cette boucle, que beaucoup n'amènent pas et ils nous laissent en plan comme ça, et puis un jour il y en aura bien qui font. Ce que tu viens de dire est très bien dit, c'est exactement ça, mais il faut vraiment revenir en arrière au moment où ça s'est passé ça. Ça a été vraiment une réaction à une position hégémonique qui est devenue intolérable. C'est-à-dire que pourquoi il y a eu cette histoire de saumon? Pourquoi ça a été aussi méprisant par rapport aux imageurs? Ce qui est vrai, parce que les imageurs méprisaient les gens qui faisaient passer les questionnaires en disant mais écoutez, ça y est, regardez, et même on a raconté ici un séminaire, hein. Ah, vous faites passer encore des questionnaires oui, c'est aussi ridicule. Mais oui, c'est ça. Et donc ça a été un retour de bâton. Ah, vous nous prenez pour des cons. Eh bien, vous allez voir. Donc on regarde. Et naturellement, le retour de bâton est aussi bête. Non, mais. Enfin, et c'est vrai qu'il y a des je vais répondre à ça. Je suis pas. Il y a des points sur lesquels je suis pas d'accord avec toi. Alors, je comprends bien la contrainte de publication, mais ça, je m'en abstrais. Voilà, et j'ai la chance de pouvoir m'en abstraire. De par mon statut. Voilà. Donc, c'est pas. Moi, je me fais plaisir. Voilà. Donc, voilà, moi je peux. Et je ne reprocherai pas à ceux qui ont des contraintes sociales de devoir répondre à ces contraintes-là, mais ça ne justifie pas. Je veux dire, on parle de la science, on ne parle pas de la production scientifique aujourd'hui. Hein. Je veux dire, moi je différencie la science de la production scientifique. On est sur deux champs différents. La production scientifique, c'est un jeu social, et sans avoir un poste, bon, mais ça, c'est pas de la science. Et puis il y a la science au sens épuré de ces interactions sociales. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que tu dis l'interaction entre les deux, mais comme dit Bruno, il y avait tout un courant quand même, c'est que c'est le physicalisme réductionniste, c'est-à-dire qu'on va pouvoir résumer et simplement comprendre l'être humain à partir de mesures de neurones. Point barre. Moi, j'y connaissais rien. Je veux dire, il y a un an, j'y connaissais rien. Je me suis dit, tiens, je vais lire. Donc j'ai commencé à lire. Vraiment, j'y connaissais rien, neuroimagerie, ça ne voulait rien dire pour moi. Je ne sais même pas ce que c'était que la neuroimagerie. Donc j'ai commencé à lire. En fait, j'ai commencé à lire en septembre. J'ai lu. Et sur les aspects philo, quand même, et les aspects méthodaux. Ce méthodaux, on en a parlé, et moi je trouve ça bien que des gens mettent le pied dans le plat. Je trouve ça bien que des gens comme Michel disent que c'est n'importe quoi en psychométrie, c'est une pathologie les gars, enfin on ne rend même pas compte. Mais c'est un danger aussi. Non mais il y a un danger, apparemment il n'est pas hégémonique. Ça gâche le repas qui parfois est bon. Mais justement, c'est une interaction la science. Mine de rien, ce Michel, il a obligé, il oblige à des questions, à des réponses et des discussions qui s'affinent. Vu que c'est ces gens-là, en disant ce que vous faites les gars, c'est n'importe quoi, il oblige à une réaction, et c'est l'interaction scientifique. Mais derrière ça, il y a aussi des positions philosophiques. Michel dit, c'est l'impératif quantitatif, et qui, moi, m'intéresse. C'est un objet scientifique valide, c'est une quantité. C'est validé par un outil statistique. Point barre. En dehors de ça, pas de science. Il y a ce positionnement qui est là. Le positionnement sur la neuroimagerie, c'est le cerveau, on peut comprendre un être humain à partir de mesures neurobiologiques. C'est ça le cerveau? C'est ça l'être humain? C'est comment est-ce qu'on peut comprendre? Et les gens, en réaction, construisent des modèles. Alors moi, je discute dans ma thèse, donc ce qu'on appelle l'émergence simple, faible. Excuse-moi, ta prémisse n'est pas exacte. Je ne pense pas que les imageurs disent qu'on peut comprendre... il y en a qui l'ont écrit. Je suis désolé, moi j'ai lu ça. On va confondre, si tu veux, certains l'ont écrit, d'autres ne l'ont pas écrit. Oui. Tu vois, il y a quelque chose qui est très important dans le vocabulaire de la neuroimagerie, c'est le mot corrélat. Je crois que les gens qui sont honnêtes, à mon avis, ils ne parlent pas de causalité. Moi personnellement, j'en parlerai jamais. Je pense que c'est des corrélations, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène mental, qui peut être un état mental, un processus mental, et puis il y a un phénomène qu'on voit au niveau des neurones. Et ça s'appelle un corrélat. Après, de savoir si l'un explique l'autre ou l'autre explique l'un, je ne sais pas si ça a un sens, moi, personnellement. Et tu parlais de position philosophique, effectivement, c'est très intéressant de voir qu'il y a un philosophe qui est redevenu très, très important, et Damasio a même écrit un livre là-dessus, Damasio qui est un neuroimageur,
c'est Spinoza, parce que justement, lui, il a essayé de penser l'étendue, la extensa, tu parlais de l'étendue, et puis la pensée. Et ça, c'est très très important. C'est deux positions naturalistes aussi. Hein. Il y a quand même, autant dans Spinoza que dans Damasio, il y a un naturalisme de la pensée. Qui. Mais oui, mais si tu veux. Qu'est-ce que tu appelles le naturalisme? Parce que c'est la nature, tu vois. C'est que le sujet humain, en fait, n'est qu'une partie de la nature. Et c'est quand même une position philosophique forte, hein, et qu'on peut ne pas partager. On peut, mais il va encore plus loin, lui, puisqu'il en arrive à considérer que ça rejoint Dieu, puisque dans... Oui, c'est la nature. Oui, mais ça finit par rejoindre Dieu dans ce qu'il peut avoir de plus spirituel. Ouais, sauf bon, on peut se dire qu'il disait ça aussi pour ne pas se faire trucider. Hein. Mais non, mais c'est vrai. Il s'est fait. Ah, bah Spinoza était quand même prometté. C'était exclu, oui, c'était exclu. Bah oui. C'était exclu. Mais juste pour te donner un exemple. Ça l'a pas empêché. À l'intercommission INSERM santé mentale et psychiatrie. Donc c'était santé mentale et psychiatrie, c'était même pas neurosciences. Donc il y avait un mélange de psychiatres, de neuroscientifiques. Et donc à un moment donné, ils nous demandent. Pour des projets de recherche, s'il fallait faire un appel d'offres, que faudrait-il faire? Et il y a un collègue neurobiologiste, complètement sympathique, honnête, pas à la recherche de papier, enfin, d'ailleurs qui était un peu en fait de carrière et tout ça. Il dit, faut faire la physiopathologie des maladies mentales. Bon, pourquoi pas, mais enfin, on pourrait penser à autre chose ici. Il dit, non, de toute façon, la maladie mentale, c'est dans le cerveau. Si on comprend comment le cerveau dysfonctionne, alors on comprend comment les maladies mentales émergent, donc on peut les soigner. Donc il faut faire la physiopathologie des maladies mentales. C'est QFD. C'est pas ma position. Mais non, mais c'est bien sûr que c'est pas ta position. Mais tu vois, il y a derrière ce réductionnisme, cette perspective biologique, ce fantasme, même chez des gens honnêtes, même chez des gens honnêtes et scientifiques. C'est un problème de malhonnêteté, c'est un problème. Oui, mais tu sais ce que. Attends, moi je dirais juste ça, je me dirais. Moi, plus je connais le cerveau, plus je lis, et plus je suis très étonné par le terme réductionnisme, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué dans l'univers connu que le cerveau. C'est-à-dire, voilà, ça c'est quelque chose. Le nombre de synapses dans le cortex se compte. Alors là, on est à 10 puissance 30, 40. Donc dire que le cerveau, c'est une forme de réductionnisme, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis surpris que les scientifiques puissent utiliser réductionnisme avec un sous-entendu négatif. La science est réductionniste par essence. Le réductionnisme, c'est vouloir réduire tout ce qu'on observe à un ensemble de règles le plus simple possible. La science quantitative. Tu mets la toilette? Mais non, mais c'est un vrai débat épistémologique. Hein. Une approche quantitative et réductionniste, oui, parce qu'elle plonge un univers dans un sous-univers construit à partir de RN, etc. Mais ça, c'est quand même caricaturer le réductionnisme. Non mais Hervé, ce que l'on discute, c'est le physicalisme, le réductionnisme. C'est de comprendre comment il se passe en les ordonnant. 10 puissance 45. Oui, mais tu as... Non, mais tu as quand même ce qu'on appelle là le terme réductionnisme, c'est le physicalisme réductionniste, qui est comme un courant, enfin moi j'y connais rien, j'ai lu, on va comprendre à partir de la neurone, à partir de comment les neurones fonctionnent, comment l'homme y fonctionne. Et donc il suffit de comprendre les neurones pour comprendre l'homme. Ce réductionnisme-là, celui-là, je parle pas du réductionnisme en soi en science, qui évidemment de toute façon, est une réduction de la réalité. Enfin, d'abord est une abstraction et une réduction d'une complexité. Mais ce réductionnisme-là, on est en droit de l'interroger, et d'un point de vue épistémo, philosophique, et d'un point de vue aussi des résultats qu'il prétend avoir trouvés, pour dire qu'est-ce que vous avez vraiment trouvé. C'est ça, et c'est pas le réductionnisme de la science. Voilà. Et une forme de réductionnisme, c'est évident, oui. Mais jusqu'où, comment, et jusqu'où est-ce qu'on réduit, et sur quoi on réduit, voilà. C'est ça la discussion. Voilà. Mais il y avait un pauvre qui essayait de parler depuis tout à l'heure. Du coup, par rapport à ce qui vient d'être dit, sur ce réductionnisme qui n'est pas à prendre au sens peut-être non scientifique, peut-être profane du terme, comme étant négatif,
Enfin, je trouve que quand on regarde la réflexion autour des théories de la complexité et des théories de la simplicité, enfin, le cas d'Alain Berthaud, il y a des choses qui viennent un peu piquer justement la démarche scientifique, et peut-être que sur tout ce questionnement sur la modélisation et le quantitatif, peut-être qu'il y a quelque chose à être pioché là-dedans. Maintenant, ce que je voulais dire, c'était en rapport avec mon propos. Quand on voit, par exemple, cette diapo-là, le cercle vertueux qui en devient limite vicieux à un moment, oui. Aux yeux, je pense que Oui, mais c'est moi qui j'ai pondu ça, enfin on peut critiquer. Écoute, c'est très bien et ça collait tout à fait à ton propos. Mais à un moment, je me dis, prenons un objet d'étude, d'après celui de l'anxiété. Je te remercie d'avoir provoqué une reviviscence de ma soutenance de thèse il y a quelques mois, où justement je me disais, mais l'anxiété, par rapport à ce que tu évoquais, par rapport à ce que j'ai pu voir, j'essayais de repositionner là-dedans. Et je te suivais. Ouais. Mais à un moment, je me dis, mais ça, après ta dia et ton discours, colle finalement très bien sur un point de vue de l'anxiété qui serait un point de vue quelque part unifactoriel. Sauf que aujourd'hui, l'anxiété, tout comme moult autres phénomènes, on est dans une approche plurifactorielle et on s'ancre dans l'aspect biopsychosocial. Okay. Et pour le coup, tout à l'heure, l'évocation de Stanislas Dehaene me parle bien, parce que quand il a reçu le Grand Prix CERN 2013, il disait qu'il n'y avait plus à avoir de frontières entre psychologie et neurosciences, que finalement les neurosciences étaient peut-être juste une approche paradigmatique de la psychologie, ce qui peut faire rebondir les neurosciences pures et dures, mais on voit que lui ne va pas être juste derrière l'outil, la technique. Ça me rappelle ce que Nicole Fiori, en tant que représentante des neurosciences en France, dit en disant prenez les neurosciences en France, elles sont dans une case, et à côté d'autres cases, la psychologie, la biologie, et au sein de la psychologie, on sait que c'est une grande famille qui ne s'entend pas quand tout le monde est autour de la table, alors qu'à l'étranger, finalement, on serait dans un seul et même champ qui serait celui des sciences cognitives, ou des neurosciences au sens très large. Donc finalement, on vient à un problème de langage, on vient à un problème de sémantique. Et toutes ces discussions-là, c'est aussi un problème de sémantique qui est, à mon avis, aggravé par le fait que probablement le français est plus compliqué que d'autres langues. Regarde anxiety versus anxiété, angoisse, phobie, peur, stress. En France, on a cette tendance à diluer parce qu'on a peut-être une richesse langagière un peu différente dans ce domaine-là, et aussi parce qu'on a tu parlais d'épistémologie, on a une culture dans la psychologie qui est éparse. Donc, je me demandais si la reconceptualisation de cette dia au pluriel dans l'approche biopsychosociale permettrait pas déjà de moins voir de fouillis entre ce que peut être à un moment l'opérationnalisation, le concept et l'objet. Je ne sais pas en quoi c'est pas applicable avec une vision, tu dis plurifactorielle, ça, ce que je me donne. J'ai un objet théorique et plurifactoriel, je le conceptualise, je considère que ces différentes dimensions sont ou pas mesurables. J'ai un modèle qui va rentrer des variables qualitatives, quantitatives, ordinales, j'ai un voilà. Je vois pas, je vois pas en quoi c'est contradictoire, et je suis entièrement d'accord, hein, bien évidemment qu'il y a une ouverture. C'est pas contradictoire, mais tu vois, en mettant finalement certaines cases au pluriel, sur plusieurs opérationnalisations de plusieurs variables, sur plusieurs types de data. Ah non, mais là, oui, c'est l'opérationnalisation au sens générique du terme. Ouais, j'entends, mais si tu veux, pour le coup, sur cette question de l'anxiété, entre l'environnement qui te fragilise, entre le marqueur biologique qui marque la vulnérabilité, tu vois. Mais il faudrait une théorie intégrative, hein, il n'y en a pas. Mais je crois que c'est pire, je crois qu'on a l'illusion qu'il y en a. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ceux qui ont l'illusion qu'il y en a, en général, leur religion est plutôt biologique. Oui, et enfin, par exemple, dans ce que Bruno a dit au tout début, j'étais d'accord jusqu'à une phrase qui est, il n'y a pas assez de modèles, et c'était notamment par rapport aux émotions. Et je crois que s'il y a un endroit où il y a trop de modèles, oui, bien sûr. Il y a une espèce de grosse méta-analyse, méta-revue en 2000, ils disent, bon ben voilà, on est en 2000, il y a déjà 250 modèles des émotions. Oui, et en fait, c'est ça, ça rejoint peut-être ton questionnement, c'est que certains sont allés très loin, ont multiplié les cases objet, théorie sur l'objet, sans être passés par
par l'opérationnalisation et comment faire. Et par rapport à l'anxiété, je finirai là-dessus, il y a, je trouve, un super papier qui est je retrouverai le nom, mais qui est, en français, c'est l'anxiété trait. Que mesure réellement l'anxiété trait? Et le type, il dit en 2010 ou 2011, l'anxiété trait, on la connaît bien, modèle de Spielberger, un fondement neurobiologique, une psychométrie ultra utilisée, réutilisée, adaptée partout. Bon. Mais il dit, est-ce que ça mesure vraiment ça? Et finalement, il remouline le modèle avec des mesures conjointes et dit, bah, finalement, ce concept d'anxiété trait ne mesure pas autre chose que de l'affectivité négative, qui au final peut être de l'anxiété, peut être de la symptomatologie dépressive, peut être un trait dépressif, peut être un état dépressif, peut être, etc., etc. Et je trouvais que cet article avait une démarche qui était tout à fait salvatrice, mais malheureusement isolée. Et tu vois, c'est sur cette flèche qui est super importante où tu mets le filtre pour l'interrogation, cette espèce de retour sur le modèle quantitatif théorique et qui devrait aussi revenir alimenter le concept de la théorie de l'objet, elle mériterait d'être encore plus grave et d'être ce vers quoi on veut tendre avant de créer encore des nouvelles théories et des nouveaux concepts. Parce que c'est ça notre problème aujourd'hui, c'est que finalement, on parlait de la démarche de publication, mais on se fait bouler, on se fait bâcher à un moment sur un argument, mais on trouvera toujours un modèle qui, d'une manière ou d'une autre, dans certains domaines, sur des émotions, qui vont nous donner un petit peu raison. Mais alors, il ne faudra pas aller creuser du côté de l'opérationnalisation, souvent il n'y en a pas. C'est peut-être ça le challenge, d'épaissir cette voie de retour, de rétro. D'ailleurs, c'est ce qu'on pourrait reprocher à la psychanalyse aussi. L'opérationnalisation est très faible. Hein. Généralement, Pardon? Généralement, elle est refusée. Généralement. Alors, ça change, quoi. Ça change, mais il y a eu des résistances, disons. Non, il y a des exceptions, heureusement. Il y a eu des résistances. Heureusement qu'il y a des exceptions. Mon but à moi, c'est pas de créer un cadre de la science. Hein. Je n'ai absolument pas cette prétention-là, hein, soyons. J'ai fait ce petit schéma-là rapidement dans le train ce matin pour discuter de comment moi je vois les choses, hein, voilà, et les questions qui se posent. Voilà. Bon, ça n'a pas plus de prétention que ça. Hein. Il y a un point que tu as évoqué tout à l'heure sur la. Et ce que soulevait Massy, le trait est un bon. Le trait, c'est la stabilité, l'anxiété, c'est un cadre avec Spielberger, ça s'inscrit bien. Mais je pensais à un truc, tu as évoqué le fait qu'on a découvert que la personnalité n'était pas si stable que ça. Et je crois que c'est sur le gold standard qui est le Big Five, on s'est rendu compte que finalement, je me demande, c'est pas toi une fois que tu as parlé en formation sur elle, Christophe, où finalement, bon, c'était pas si stable que ça, c'était vraiment une cause. Et en fait, je me suis dit, mais c'est marrant, parce que finalement, peut-être que les psychologues de la personnalité se sont confrontés à quelque chose que les psychologues des fonctions cognitives connaissent bien, qui est que la stabilité, elle est finalement toute relative. Et si on prend par exemple l'évaluation cognitive par le QI est supposé être dans une certaine stabilité, mais elle est virtuelle, elle est manufacturée, je ne sais pas comment dire, mais c'est toute la question de la note standard. Parce que effectivement, sur les notes brutes, on attend qu'une personne âgée ait des scores plus faibles que le jeune hyper brillant de 20 ans. Et encore, c'est discuté selon les différentes. C'est ce que tu veux dire. Je sais. On sait que ça varie aussi sur les différents types d'intelligence et que c'est pour ça que Papy Mamie vont être meilleurs sur l'intelligence cristallisée par rapport à Flintstar, donc peu importe. Mais on l'a adapté, c'est ce qui fait que quel que soit l'âge, le QI moyen, enfin l'intervalle, mais sinon le QI moyen, on dit que c'est 100. Et finalement, je me dis, mais peut-être qu'on va avoir un jour quelque chose dans ce style-là au niveau de la personnalité, avec, bon ben voilà, au fil de l'âge, le névrosisme, eh ben, on va accepter qu'il soit plus haut ou plus bas, parce qu'on sait bien que notre objet d'étude, c'est l'individu qui est hyper variable. Les imageurs le savent bien, une même personne, 2 IRM dans la même matinée ont 2 résultats différents. Je dis un peu, mais on sait qu'il y a une grosse variabilité. On sait aussi du point de vue cognitif, la stabilité elle est relative. Et on est dans ce qui a motivé la standardisation des notes. Et est-ce que là aussi on ne serait pas dans quelque chose à faire pour pouvoir continuer à avoir la stabilité du concept? Alors ça, je ne sais pas.
Bon, il y a des gens qui bossent dessus, je sais pas, je pense qu'il faut que j'aille creuser. C'est mon prochain chantier, c'est la variation intra versus inter. C'est une question de choix. C'est une question de position. C'est possible, je sais pas, il faut que j'aille lire. De l'évolution de l'individu. Oui, mais il faut que j'aille lire ce qui se fait. Il y a tout un truc courant de la psycho qui travaille sur les variations inter, qui renvoie des questions sûrement pertinentes, notamment sur les mesures. Qu'est-ce que l'on mesure? Et ça revient à la première question, la stabilité, l'homogénéité, qu'est-ce que ça veut dire un état stable, quoi. Ben, un état stable pour un psychologue, c'est un trait. Oui, peut-être, mais voilà. Enfin, je ne sais pas si tu faisais référence à un bouquin de Bruno, mais c'était peut-être pas la position du psychologue de la personnalité. C'était là. Donc il y a aussi cette richesse du langage. Tu parlais tout à l'heure de. Faut bien que je faillote, hein. J'espère. Tu parlais de processus, mais par exemple, de processus à mécanisme, il y a aussi un grand débat. C'est pas le même terme, on va pour la même chose. Et pourtant, sans failloter, je pense quand même que. Enfin, moi j'ai lu ton bouquin, ça fait un moment, hein, donc j'ai quand même beaucoup oublié, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a la notion de réseau neuronal, bon, entre nous. Et que moi je trouve que ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant à poser. La notion de réseau neuronal. Et comment peut-être. Moi je ne trouve pas c'est de révisionnisme de penser qu'une pensée peut être basée sur l'activation d'un certain réseau neuronal. Moi ça me choque absolument. Ah bon, et même qu'une association d'idées puisse être liée au fait que des réseaux neuronaux s'associent. Non, mais moi je moi, ça me choque. Moi je suis. Pour moi c'est mon point de vue. Voilà. Oui. Voilà. J'essaye d'en discuter de manière béotienne dans mon travail de thèse, là-dessus. Non, ce qui peut choquer, c'est qu'il y en a qui considèrent que la compréhension de l'un passe nécessairement par la compréhension de l'autre. Ah oui. Qu'il y ait une relation entre les deux, c'est raisonnable. Mais s'il n'y avait aucune relation, on serait quand même embêté. Ah oui, c'est Bien sûr. Mais enfin, vous savez que c'est qu'il a fallu attendre Galien, qui a le 5e siècle après Jésus-Christ, pour qu'on se rende compte que les cognitions c'était dans le cerveau et pas dans le cœur. Donc, et c'était parce que Galien était le médecin des gladiateurs. Et qu'il voyait que quand les gens se faisaient taper dans le cœur, où ils mouraient, où ils survivaient sans séquelles psychiques, alors que quand ils prenaient un coup sur la tête, il y avait des séquelles psychiques. Donc en fait, cette histoire n'est pas évidente. Hein, C'était 1000 ans, quoi, en fait. 1000 ans, je pensais que c'était dans le cœur. Bon, bah écoute, c'était très riche, hein. Oui. Pardon.